3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous? Moi là, entre les JO et la Free Agency, j'avoue je ne sais pas où donner de la tête, mais je ne vais pas le cacher, j'adore ça. D'ailleurs, lundi, à l'occasion de l'ouverture de la Free Agency, on a fait un gros live sur Twitch. Mais avant de vous en parler, vous êtes là pour ça, il faut que je vous présente le tout nouveau partenaire. Bon, vous avez l'habitude, les t-shirts Derby Ball ou les casquettes de Perfect Cap, ça fait longtemps que je vous en parle. D'ailleurs, ça marche toujours, hein, mes codes promo pour vous procurer tous les produits de ces deux marques, donc allez voir en description. Profitez-en tant que ça dure. Mais là, aujourd'hui, je veux plutôt vous parler de chaussettes. Oui, de chaussettes. Regardez comme je les porte bien, ces socks de chez les poteaux de Backcourt. Je fais un beau modèle jambe, non, même si j'aurais peut-être pu m'épiler. Quoi qu'il en soit, pilosité ou non, c'est le moment pour vous de croquer. Regardez, ce sont des chaussettes ultra confort, ultra résistantes, spéciales compètes pour la pratique du basket. Elles sont à l'effigie de vos joueurs ou de vos teams préférés et allez checker, sur Backcourt, il y a tout plein de choix. Donc c'est le moment, go profitez de mon code promo le 6e homme pour bénéficier de 30% de réduction sur tout le site des 3 paires achetées. 30% ça fait quasiment une paire offerte, donc ça vaut vraiment le coup, et vu qu'en plus de ça les frais de port sont gratuits partout en France, ça vaut encore plus le coup. Franchement c'est joli, c'est original, c'est quali, c'est bien pour ça que je les ai choisis, donc go checker dans la Descro pour commander. Et en plus de ça, vous le savez, si vous utilisez mon code promo, ça soutient la chaîne. Yeah, baby. Mais allez, stop la pub, que vous aimiez les chaussettes ou non d'ailleurs, si vous êtes là, c'est avant tout pour entendre parler des free agents. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Qui ton équipe préférée doit-elle recruter cet été? Mais aussi, qu'a-t-elle fait vraiment le premier soir de la Free Agency? Parce que là, vu l'heure qu'il est, à 3h du mat, il s'est passé tout plein de choses et ça vaut le coup de faire un avant-après. Aujourd'hui, je vais prendre les 30 teams de la NBA, dans l'ordre alphabétique. Pour chacune, on va parler du roster rapidement et faire un point un petit peu aussi sur leur situation salariale. Ça permettra de parler des besoins de chaque équipe, mais tout en... Ici, j'imaginerai pas les trades qui pourraient avoir lieu, on n'est pas là pour ça, et prévoir des trades, c'est vraiment trop compliqué. Il faudrait faire une vidéo à part, et j'y pense déjà. Là, on est vraiment en mode free agency, donc c'est-à-dire signature des agents libres. On va se concentrer sur eux. Donc on va prendre les rosters actuels, comme ils sont actuellement, en ce moment, après la draft et après les quelques trades qu'il y a eu pendant la draft et après. On va aussi prendre les free agents qui sont actuellement considérés comme free agents, en ce moment-là, à leur H, au moment de ce live. À chaque fois, on va analyser un petit peu tout ça, et une fois qu'on aura tous les éléments pour une équipe, je proposerai un joueur avec un prix approximatif. Donc je donnerai mes raisons à chaque fois, je dis pas que ce joueur va signer, mais je pense que ce serait... En fait, je vais pas trop m'intéresser aux rumeurs, les rumeurs ça va tellement dans tous les sens que je veux pas non plus m'y fier, mais ce sera plutôt un exemple et un profil que j'imagine bien dans cette équipe. Donc... Je dis pas que je suis Nostradamus, je dis pas que ça va arriver, je dis ce que j'aimerais bien dans cette équipe, et à chaque fois je donnerai mes raisons. Et après, ce qui sera drôle, vous l'avez capté, ce sera de comparer avec ce qui s'est passé en vrai, quelques temps après, IRL, pour voir si j'avais un peu raison ou complètement faux. Par contre, il y a une règle importante aussi, c'est que si je parle d'un free agent quelque part, je le mettrai pas ailleurs, je le mettrai pas dans une autre équipe. Parce qu'en vrai, si on réfléchit, il y a des joueurs qui pourraient faire du bien dans les 30 équipes. Un mec comme Batum, par exemple, pour une mid-level exception, il pourrait faire du bien dans les 30 équipes. Mais là, ce serait beaucoup trop facile de dire Atlanta, je mets Batum, Boston, je mets Batum, Brooklyn, je mets Batum. Donc en fait, si je propose un joueur dans une équipe, il va être dead pour les autres. Donc un FA, une équipe, sinon ce serait beaucoup trop facile. Ça limite les choix, ça m'a compliqué la tâche, mais c'est le jeu aussi. Donc voilà, je vous rappelle que tout ce que je donne, c'est pas des prévisions, c'est juste des exemples qui répondent pas forcément aux rumeurs et qui permettent d'illustrer. Du coup, on commence par parler d'Atlanta. Atlanta, pour moi, dans l'état actuel, ça manque d'intérieur. Donc la priorité, ce sera de re-signer John Collins. Il sera agent libre restrictif, donc le but pour moi d'Atlanta, ça va être d'égaliser toutes les offres le concernant, quitte à y mettre le prix. Ça va être trop important, il faut pas le perdre. Une équipe qui a des ambitions comme Atlanta peut pas se permettre de perdre Collins. Par contre, une fois qu'ils auront fait ça, il va plus trop y avoir de sous à Atlanta, comme vous le voyez avec le cap disponible. Il n'y aura plus que des exceptions. Je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de re-signer le Will. Pourtant, a priori, Atlanta aimerait bien le re-signer. Lui aimerait bien revenir. Donc s'il accepte un petit salaire, pourquoi pas. Les deux équipes aimeraient s'entendre, de ce que j'ai cru comprendre. Mais je me dis qu'avec l'arrivée de Delon Wright, ça règle quand même le souci de meneur backup de Trae Young. Avec la draft de Sharif Cooper aussi. Donc Lou Will est peut-être moins important que ce que j'aurais pensé.
Faudra juste voir combien ils demandent, mais je suis pas sûr qu'il faille y mettre beaucoup. Pour moi, en fait, là où ça m'inquiète le plus, c'est le poste de pivot remplaçant. Parce que Okongwu s'est blessé, j'aimais bien ce qu'il a fait en playoff en plus, mais Okongwu, qui peut jouer au poste 4 et au poste 5, s'est blessé gravement à l'épaule, il va manquer 6 mois. Donc moi, j'utiliserai les exceptions pour drafter un intérieur. Et là, qui est-ce que je propose ? Robin Lopez. Et ouais, j'imagine que Robin Lopez pourrait signer pour une mid-level exception, peut-être sur plusieurs années. Je trouve qu'il apporte beaucoup de choses intéressantes à Atlanta, notamment de l'expérience, c'est un vétéran, et en plus de ça, il peut être complémentaire à Capella. Il joue le pick and roll, il peut créer son propre shoot dans la raquette, dos au panier, en post-up, grâce à son petit hook qui est assez phénoménal et qui le transforme un peu en joueur offensif, mais il peut aussi mettre son corps en défense, son corps en opposition, il peut gêner beaucoup de pivots adverses, il peut prendre pas mal de rebonds, et je trouve que Robin Lopez apporterait de très bonnes choses à Atlanta. Au final, c'est pas du Robin Lopez qui est arrivé, mais du Gorgui Dieng pour 4 millions sur un an pour compenser un petit peu ce poste de backup pivot, avec une équipe d'Atlanta qui a pas trop bougé le premier jour, même s'ils ont re-signé Solomon Hill. On parle des Boston Celtics. Donc comme vous le voyez, à chaque fois j'ai mis des couleurs de toute façon. Quand c'est du orange, ça veut dire que le manque est présent mais pas forcément important. Quand c'est du rouge, ça veut dire que le manque est très important. Et là, de ce que vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gros manque à Boston, à part peut-être des backups. Le poste de meneur sera une priorité peut-être avec la perte de Kemba Walker, sachant que je considère plutôt Marcus Smart comme un shooting guard, donc à voir. Maintenant, ils ont Peyton Pritchard qui est prometteur, ils ont récupéré Chris Dunn. Maintenant Chris Dunn, il va falloir voir sa santé, mais ça peut être intéressant au poste de meneur. Les intérieurs aussi, les ailiers, SFPF, ça va, surtout si on met Tatum en ailier fort en fait, on peut mettre Horford en pivot. On a Grant Williams et Robert Williams qui peuvent faire les remplaçants. Finalement, on a quand même pas mal de profondeur et pas mal de monde à tous les postes à Boston. Maintenant, même si tout n'est pas transcendant, je trouve que c'est assez complet. Maintenant, je pense que Ime Udoka, il va arriver, il aimerait peut-être plus de rotation. Et là, je pense que l'idée pour Boston, ça va être de faire des recrutements de confort un peu. Je me dis que, vu que Evan Fournier va demander pas mal d'argent et que Boston n'en a pas, il va falloir faire une croix dessus. De toute façon, il y a Josh Richardson qui est arrivé, et à mon avis, ça montre qu'ils ont déjà fait une croix sur Evan Fournier. Et donc là, je vais proposer, ils ont que la mid-level exception, je vais proposer quelque chose qui n'est pas du tout dans les rumeurs, mais qui me plairait bien et qui me semblerait intéressant à Boston. Je vous le mets tout de suite. Et oui, j'imagine bien qu'un profil à la Derrick Rose, je dis pas que ça va arriver, mais j'imagine bien qu'un profil à la Derrick Rose, ça ferait beaucoup de bien à Boston. Je vois bien Marcus Smart titulaire au poste 1, même si je le considère plus comme un poste 2. À ses côtés, il y aura sûrement Jaylen Brown et Josh Richardson. Donc ça, ce sera les titulaires. Dunn sera peut-être le premier remplaçant au poste 1, mais comme je le disais, sa santé me pose question, et je me demande où il en sera après une saison presque blanche. En fait, je me dis qu'un Derrick Rose, qui apporterait une vraie rotation sur les postes 1 et sur le poste 2, en plus de Pritchard et Dunn, ça ferait beaucoup de bien à des Celtics qui veulent un petit peu à nouveau briller en playoff. Il apporterait beaucoup d'expérience, il apporterait beaucoup de talent offensif. Faut se rappeler que c'était probablement le meilleur joueur new-yorkais pendant les derniers playoffs, donc qui montre qu'il est encore là, qu'il est encore à haut niveau. Bien sûr, il est loin de son niveau MVP, mais ça reste quand même un grand joueur qui peut prendre ses responsabilités offensives, et je trouve que c'est des choses qui ont manqué aux Celtics. Le gros problème, la grosse faille de Boston cette saison, c'était de connaître des grosses périodes de trous noirs, et pour moi, un mec comme Derrick Rose, en sortie de banc, s'il veut bien accepter une mid-level exception, en tout cas un profil comme ça, à mon avis, ce serait intéressant à Boston. Bon, là on a des Celtics qui n'ont pas trop bougé, à part qu'ils ont laissé partir Evan Fournier comme prévu, sauf que mon plan initial d'Eric Rose ne sera pas possible vu qu'il a re-signé à New York. Pour moi, Boston doit toujours chercher en priorité un meneur de jeu. Prochaine équipe, les Brooklyn Nets. Comme vous le voyez, à Brooklyn, il y a quand même beaucoup de joueurs au contrat expirant. Pour moi, de toute façon, ça a été le cas toute la saison, le plus gros manque, c'est de la défense dans la peinture. Il faut peut-être profiter des early birds de joueurs comme Bruce Brown et Timothé Luwawu-Cabarrot pour les re-signer, parce qu'il y a vraiment besoin de role-players, il y a vraiment besoin de joueurs en sortie de banc derrière toutes les stars chez les Nets. Pour moi, il y a quand même des manques au poste 3 et sur le banc en général. Donc essayez de voir si
il y a peut-être moyen de re-signer Blake Griffin et Jeff Green au minimum aussi, ça ferait beaucoup de bien à mon avis au secteur intérieur des Nets, parce qu'ils ont beaucoup joué au poste 5, et c'est eux qui dépannaient avec les absences de pivot. En fait, il faut profiter, je pense, à Brooklyn, le fait qu'ils jouent le titre, pour essayer de récupérer des joueurs pas chers, et de re-signer des joueurs pas chers et revanchards, comme le sont potentiellement Blake Griffin et Jeff Green, qui voudraient peut-être gagner un titre. Pour moi, de toute façon, dans l'état actuel des choses, et vu l'argent qu'il va demander, ça va être impossible de re-signer Dinwiddie. Donc il veut beaucoup, il y a déjà beaucoup de luxury tax qui est payé par les dirigeants à Brooklyn, donc à mon avis, ce sera pas fou. Peut-être qu'un sign and trade ferait du bien pour renforcer le banc, mais c'est toujours compliqué à mettre en place, un sign and trade, c'est toujours imprévisible, donc je ne vais pas parler de ça. Ce qui se passe, c'est qu'il reste la taxpayer mid-level exception à 5,9 millions d'euros. Et qui est-ce que je vois pour ce prix-là à Brooklyn? Javal McGee. Javal McGee, j'imagine bien. En tout cas, un profil à la McGee. Je me dis qu'il sera peut-être pas trop gourmand. Il a montré sa valeur plusieurs fois dans des équipes qui gagnent, notamment aux Lakers, et j'imagine le profil parfait chez ces Nets. Il défend, il a une grande taille, il est long, c'est un rim runner, il peut apporter du contre, de la protection de la peinture, il peut récupérer des passes lobées, il peut profiter des passes de Harden ou de Irving, notamment en trailer. Et à mon avis, c'est des choses qui manquent comme ça à Brooklyn. En plus de ça, il a l'expérience de la win, et je pense qu'un tel profil, ça fait partie des choses qu'il a manqué aux Nets cette année, et cette saison, il fera du bien. Bon, peut-être qu'il a aussi manqué un demi-centimètre à Kevin Durant sur son shoot à 3 points, et c'est pas lui qui apportera ça à McGee. Mais en tout cas, un profil comme ça, à mon avis, chez les Nets, c'est plutôt cool. Des hauts et des bas, du coup, dans ce début de free agency de Brooklyn, dans la mesure où Javal McGee, qui a signé aux Suns, ne pourra pas apporter sa protection de cercle, et je pense que dans la même idée, le départ de Jeff Green sera du mal. Par contre, à mon avis, c'est bien d'avoir re-signé Blake Griffin, ça apportera au moins ça, le minimum dans la raquette, et maintenant, il faudra se concentrer sur des role-players pas chers comme Timothée Luwawu Cabarrot ou Bruce Brown. Prochaine équipe dans l'ordre alphabétique. Voici les Charlotte Hornets. Jusque-là, le pivot, à mon avis, c'était la priorité parce que Zeller était free agent. Il y a Plumlee qui vient d'arriver et qui compense un petit peu ce potentiel départ. Il y a Kai Jones qui a été drafté aussi, il y a PJ Washington également qui peut dépanner au poste 5, même si c'est plutôt un poste 4. Je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de recruter beaucoup plus au poste 5. Par contre, avec Monk et Graham qui sont free agents aussi, je me dis que ça manque potentiellement d'un arrière, en tout cas d'un shooting guard. Il faudrait en re-signer un, et j'ai une petite préférence pour Devonte Graham. Pour moi, c'est un super playmaker qui peut également dépanner au poste 1, et ça permet... Allez, on met Graham au poste 1, et ça permet de laisser le poste 2 au rookie Bouknight, que j'aime beaucoup. En plus de ça, je me dis que Graham, ils l'ont protégé en le mettant en restricted free agent, les Hornets, alors que Monk ne l'est pas. Ça montre à mon avis que les Hornets préfèrent Graham et que c'est vers lui que la direction ira, quitte à laisser partir Monk. Maintenant, il manquera peut-être un remplaçant sur le poste 3 et le poste 4, derrière un Miles Bridges, un Gordon Hayward ou un Jalen McDaniels. Et pour aller dans cette équipe, qui est quand même prometteuse, qui essaye d'aller vers l'avant et qui mise sur le potentiel des jeunes, j'aimerais un mec qui soit pas trop vieux. Et là, j'ai pensé à un joueur, même si les rumeurs ne l'annoncent pas du tout ici, je sais, j'ai pensé à Lauri Markkanen, chez les Hornets, pour un contrat qui serait autour, j'ai mis, 12-13 millions. Ça fait pas cher pour lui, mais au vu de toutes les régularités qu'il a connues ces dernières saisons, il a fait des bonnes périodes, mais il est vite redescendu. Il est beaucoup demandé, je sais pas quel prix il vaudra. Maintenant, si les Hornets sont moyens de l'avoir à ce prix, je pense que ce sera intéressant, parce qu'il apporte vraiment un profil différent au poste 4. Il a vraiment un besoin de se relancer, je pense qu'il a plus à donner que ce qu'il a fait aux Bulls. Je pense que Miles Bridges, qui est utilisé au poste 4, est un poste 3 naturel, et je préférerais décaler Miles Bridges au poste 3 pour avoir un Markkanen qui écarte le jeu au poste 4 en mode stretch fort. Et attention par contre, je pense à ne pas le surpayer. L'équipe qui le surpayera peut-être prendra de trop gros risques, et c'est pour ça que je me dis qu'un Markkanen à 13, allez 15 millions max, ça peut le faire. Maintenant à plus, je sais pas. En tout cas, son profil à Charlotte me convaincrait bien. Bon, la perte de Graham fait du mal, mais je pense qu'il y a quand même toujours du monde au poste 1 et 2, entre LaMelo Ball, Terry Rozier et James Bouknight. Donc pour moi, faut toujours viser un poste 4, et le profil de Lauri Markkanen me plaît toujours autant. Place aux Chicago Bulls.
Pour moi, il y a un vrai manque, de toute façon vous le voyez, c'est en rouge, il y a un vrai manque au poste 1 à Chicago, parce que Kobe White, et en plus de ça, il s'est blessé à l'épaule, il sera absent entre 4 et 6 mois, et surtout Zach LaVine, pour moi, ce sont pas des vrais meneurs, ce sont plutôt des postes 2 qui ont du mal à créer pour les autres. On a Thomas Satoransky aussi, qui peut jouer au poste 1 ou au poste 2, j'aime bien, mais et surtout avec la République tchèque. Mais c'est peut-être un peu juste pour être titulaire en NBA. Et puis pareil, hein, ouais, comme je disais, il est grand, et c'est presque plus un poste 2 aussi. Pour moi, il manque vraiment un meneur organisateur à Chicago. Il manque peut-être aussi un pivot derrière Vooch, mais avec Daniel Theis qui est absent, enfin c'est pour ça que j'ai mis le pivot en orange, avec Daniel Theis qui est free agent plutôt, je pense que ce serait pas mal d'utiliser les bird rights de l'Allemand pour le re-signer. Il est précieux dans le combat, à mon avis il a un profil qui va très bien derrière Vucevic, et je pense que ça peut commencer par ce move à Chicago. Mais par contre, comme je le disais, la priorité chez ces Bulls, c'est le poste de meneur. On a déjà un Zach LaVine, on a déjà un Vucevic qui forme un duo, vraiment un dynamic duo qui est prometteur, mais quand on a un duo comme ça, il y a un seul objectif, c'est d'aller en playoff et de faire de belles choses. Pour ça, il faut quelqu'un qui leur donne la balle, qui les serve et qui organise le jeu. Et là, il n'y a pas de surprise parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent déjà. Je vois Lonzo Ball aux Bulls pour un contrat sur plusieurs années à hauteur de, je dirais, une vingtaine de millions la saison. Pour ça, pour pouvoir le payer comme ça, il faudra probablement faire une croix sur Satoransky ou sur Tadeusz Young qui ont des contrats non garantis. Je ferai plutôt une croix sur Satoransky, vu qu'on a déjà pas mal de meneurs et d'arrière, et j'essaierai de garder Tadeusz Young qui est quand même précieux aussi, lui aussi, dans son intelligence de jeu, dans son combat et dans sa défense. Donc à voir ce que ça donnera, à voir aussi s'ils acceptent un cut salarial, mais peut-être que je ferai une croix sur Satoransky pour donner l'argent qu'il veut à Lonzo Ball, et j'essaierai de garder Tad. Voilà, en tout cas, comme je disais, hein, si Lonzo Ball arrive, Satoransky en a moins besoin. Lonzo Ball, à mon avis, il possède tout ce qu'il faut à Chicago pour évoluer avec LaVine et pour évoluer avec Vucevic. Bon, ça manque peut-être encore de défense à Chicago, mais je pense qu'avec un vrai meneur, ils peuvent passer un step. En plus de ça, moi, ce que j'apprécie chez Lonzo, c'est qu'il a fait de vrais progrès au tir. Il peut lui aussi passer un step, tout comme les Bulls, en parallèle avec eux, et ça formerait peut-être un véritable trio avec LaVine et Vucevic qui n'aura qu'un seul objectif, aller en playoff. Donc voilà ma signature pour Chicago. Eh bien, let's go, hein. Lonzo Ball à Chicago, c'est fait, vous l'avez compris. Moi, je pense que ça va faire beaucoup de bien à ces Bulls. En plus, il y a Caruso qui débarque pour apporter son talent en sortie de banc. Pour moi, le seul petit problème, le seul petit hic, c'est le départ de Daniel Theis, qui est un vrai guerrier, qui manquera vraiment à ces Chicago Bulls, et je pense que cette équipe a tout intérêt à essayer de trouver un vrai pivot remplaçant sur le marché. La prochaine équipe, c'est Cleveland. Le principal free agent, il n'y en a qu'un seul, c'est Jarrett Allen. Et avec l'arrivée de Evan Mobley, qui a été drafté, au départ je me disais que c'était peut-être pas la peine de se ruiner sur Jarrett Allen parce qu'il va demander beaucoup. Pourtant Cleveland, de ce que j'ai lu, ils le veulent sur le long terme, et je peux comprendre parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'assets pour les récupérer. Par contre, il faut être conscient que Jarrett Allen, il va demander beaucoup. Ça peut être cher de le re-signer. Et voilà, par contre il va être restricted, et Cleveland pourra s'aligner sur n'importe quelle offre. Donc il faudra voir combien il reçoit des autres équipes et voir si ça vaut le coup d'égaliser l'offre pour Jarrett Allen. Avec la présence de Evan Mobley, pour l'instant je suis dubitatif, mais on va en reparler après. En tout cas, pour continuer sur les Cavaliers, moi j'ai pas trop capté l'arrivée de Ricky Rubio. Ça fait énormément d'arrière et ça annonce peut-être un futur trade de Colin Sexton. À voir. Donc si Colin Sexton s'en va et libère de la place au niveau du salaire, peut-être que ça vaut le coup de re-signer Jarrett Allen et de décaler Evan Mobley au poste 4. Pour ceux qui ont vu mon Airball Project à son sujet, vous avez vu qu'il peut jouer soit au poste 4, soit au poste 5. Parce que, en tout cas, pour moi, le poste 4, Kevin Love, c'est fini. Ça suscite beaucoup trop d'interrogations. Son passage avec Team USA, où il a été plus ou moins viré parce qu'il n'était pas en forme, n'annonce rien qui vaille, je trouve. Donc pourquoi pas essayer de re-signer Allen et d'avoir Mobley au poste 4. Donc du coup, si j'annonce des choses comme ça, on a à peu près comblé les trous que je montrais là ici, en PF et en C. Moi, ce qui m'inquiète un peu, mais encore un peu, c'est le poste 3, parce que Okoro, je le trouve un peu tendre, et Osman, j'ai pas hyper confiance en son futur. Donc il n'y a pas vraiment de manque à Cleveland, parce qu'il y a du monde partout, mais je me dis qu'un ailier ne ferait pas de mal avec ces deux-là. Voilà, donc par contre, il faut être conscient aussi qu'un ailier, il n'y aura pas beaucoup de sous à dépenser, parce que si Jarrett Allen est re-signé cher, il n'y aura plus que la mid-level exception. Alors, avec cette mid-level exception, qui est-ce que je verrais bien dans le profil à Cleveland? Je vous le montre tout de suite, c'est Reggie Bullock.
En fait, il y aurait pas mal de possibilités, il y aurait pas mal de possibilités au poste 3, mais comme je disais, Osman, j'y crois pas trop. Il est trop irrégulier et il défend pas du tout. Donc dans un profil de shooter qui défend peut-être un peu plus, je vois bien Reggie Bullock. Il sort d'une belle saison à New York, je le vois plus régulier qu'Osman, même si c'est moins un shooter sniper pur, il est quand même très très adroit à 3 points. Et je le mettrais bien soit en titulaire, soit en doublure d'Okoro, si on veut développer Okoro. Mais quoi qu'il en soit, avec son expérience, son adresse, même sa défense, son QI basket et sa connaissance des systèmes, je trouverais intéressant dans un rôle de 3&D un petit peu, surtout de 3 parce qu'il n'est pas non plus élite en défense, mais il ferait du bien, et à mon avis, plus que Osman. Si j'étais Cleveland, j'utiliserais ma mid-level exception pour recruter un profil comme ça en tout cas. Bon, a priori à Cleveland, le plus gros chantier est réalisé, c'est-à-dire re-signer Jarrett Allen, 100 millions sur 5 ans, c'est cher, il devient le 5e pivot le mieux payé de la NBA, mais a priori c'était le prix à payer pour les Cavs. Par contre, Reggie Bullock dont je parlais est plus du tout accessible parce qu'il a signé à Dallas, mais je continuerai à essayer de trouver un ailier pour les raisons que j'évoquais sur le marché des transferts du côté des Cavs. Allez, on passe à Dallas, et pour moi, avec Tim Hardaway Jr. qui est free agent, et avec JJ Redick qui est free agent lui aussi, il manque vraiment du monde sur les postes 2 et sur le poste 3. Dorian Finney-Smith, là, dans l'effectif actuel, est incroyablement seul. Donc moi, je serai Dallas, j'en avais parlé aussi dans une vidéo quand je parlais des Mavericks, je mettrai toute la priorité à Tim Hardaway Jr. Même si je sais qu'il n'est pas beaucoup apprécié de certains, je trouve qu'il a fait de très très gros playoffs, et qu'il a été complémentaire à Luka. Pour moi, à part Doncic, ça a été la vraie satisfaction des Mavericks cette saison. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il demande assez cher Tim Hardaway Jr. Donc ça va être bien de le re-signer, sauf que ça peut mettre un gros coup dans le cap. Et voilà, donc moi je le ferai, il me semble très bien dans son profil, mais il faut être conscient qu'en le re-signant, on coupe un petit peu toute la marge de manœuvre que pourraient avoir les Mavericks. Et pourtant, le manque principal, une fois qu'on aurait re-signé Hardaway Jr., pour moi, il serait au poste de pivot. Parce que Dwight Powell, c'est bof, il est souvent blessé, j'y crois pas. C'est un joueur très correct, mais en tant que titulaire, je trouve ça moyen. On a Willie Cauley-Stein qui a été prolongé, mais bof aussi. Je trouve qu'il a encore pas mal de choses à prouver. On parle d'une re-signature de Boban aussi, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est quand même un joueur qui a du mal à jouer plus de 20 minutes par match, qui est très bon offensivement, qui peut gêner avec son envergure défensivement, mais avoir des minutes de titulaire, j'y crois pas. Après, ce qui est clair, c'est qu'un extérieur vétéran à la Nico Batum pourrait faire du bien. Mais ma priorité, moi, elle irait quand même au poste 5, avec ma mid-level exception, avant d'essayer de choper des vétérans à la Batum. Donc, un vrai starter, je voudrais un qui est meilleur que tous ceux que j'ai cités, que Dwight Powell, que Willie Cauley-Stein, et que Boban Marjanovic. Donc, à Dallas, moi, je tenterai ma chance pour Richaun Holmes en essayant de bien négocier le contrat de Tim Hardaway Jr. pour qu'il me reste un peu de fric et proposer, allez, entre 14 et 16 millions pour Richaun Holmes, qui a fait une très bonne saison à Sacramento et qui, je pense, est pas mal sous-coté et ferait, je pense que s'il arrivait à Dallas, ce serait clairement lui le titulaire et il ferait vraiment, vraiment un bien fou. Donc voilà, il faut être conscient qu'il sera cher parce que lui, il l'a clairement dit, sa priorité, ce sera le fric, il l'a pas du tout caché. Donc 15-16 millions, ce sera le minimum, il faudra bien équilibrer les trades, peut-être réfléchir à dégager un petit peu de la masse salariale si on veut aussi re-signer Tim Hardaway Jr. Ce sera dur, je pense, de bouger Kristaps Porzingis, sa cote est très très basse, et donc va falloir faire avec plutôt que de le trade tout de suite pour récupérer que du vent en échange. Donc Holmes, comme je disais, il sort d'une grosse saison, il peut apporter de la protection du cercle, des qualités athlétiques, du jump, pas mal de besoins qui manquaient un petit peu aux Mavericks, je trouvais qu'il manquait de qualité athlétique, et Richaun Holmes, justement, c'est sa spécialité. Il saute partout, il rattrape des balles lobées, je trouve qu'il a fait énormément de progrès en attaque aussi, il peut même jouer un petit peu de pick and roll avec Luka Doncic, ce serait bien, donc j'aimerais bien, je sais pas si ce sera possible financièrement, parce que ça risque d'être vraiment ric-rac avec la thune qu'a Dallas, mais s'il y a moyen de négocier ça, je pense qu'un profil à la Richaun Holmes ferait beaucoup de bien aux Mavericks. Bon, à mon avis, avec la re-signature de Tim Hardaway Jr., le principal est fait à Dallas, j'en parlais et je pense que c'est une bonne chose. Par contre, Richaun Holmes, là, comme j'évoquais l'idée, on peut complètement oublier parce que Reggie Bullock, qui prend 30 millions sur 3 ans, nous fait oublier complètement cette idée-là. Donc il faudra faire avec le trio Marjanovic, Cauley-Stein et Powell, sachant que je parlais potentiellement de Batum aussi, donc ça n'arrivera pas parce qu'il a re-signé aux Clippers, et de toute façon, Reggie Bullock remplira très bien ce rôle au poste 3. On passe aux Nuggets, qui ont un effectif, ça fait déjà plusieurs années, on va pas le cacher, qui est déjà bien complet.
Moi j'essaierai d'utiliser les bird rights que possèdent certains joueurs, comme Barton, Millsap et Rivers, pour les re-signer, essayer de voir s'ils veulent pas rester, parce que je pense qu'ils sont précieux. C'est des joueurs de qualité qui connaissent la maison, mais maintenant c'est pas sûr de pouvoir tous les avoir, notamment un mec comme Millsap qui est annoncé à pas mal d'endroits. Mais si on n'arrive pas à avoir Millsap, au moins essayer d'avoir Barton en priorité, et peut-être Rivers qui je pense cherche enfin une maison et à qui ça ferait du bien de rester plusieurs années dans la même équipe. Je pense que Denver a tout intérêt à garder des rotations profondes, c'est un petit peu leur signature et tout ça c'est important, mais je pense qu'il y a quand même des soucis au poste 1. Murray, on sait pas dans quel état il va revenir, il pourrait ne pas du tout jouer de la saison, parce que je rappelle qu'il s'est fait les croisés, et peut-être qu'une saison blanche, enfin en tout cas c'est pas écarté, une saison blanche. J'adore Monte-Morris, je vais pas le cacher. Campazzo je trouve très intéressant, mais tous les deux ils ont quand même des petites tailles, et je me dis c'est peut-être insuffisant d'avoir Morris et Campazzo ou Campazzo en titulaire dans une équipe comme Denver qui là ne doit pas viser autre chose qu'un titre. Donc c'est pas sûr que ça suffise. Pour moi, à côté de Morris et Campazzo, même si on veut essayer d'en mettre un titulaire, il faut un meneur expérimenté. Et pour ça, il n'y a que la mid-level exception. Alors qui est-ce que je vois qui pourrait apporter un petit peu de feu et faire du bien dans ce profil-là? Je verrais bien un profil à la Reggie Jackson chez les Nuggets pour la mid-level exception. Vous l'avez vu, comme moi, il a fait de très gros playoffs sous le maillot des Clippers, et je trouve qu'il pourrait apporter à la fois de l'attaque, à la fois de la folie, à la fois de la vitesse et à la fois du shoot. Il apporterait d'autres choses que Morris et Campazzo, qui sont quand même de bons meneurs organisateurs, mine de rien, quand lui, justement, il est un petit peu en mode, j'allais dire pigeon sans tête, mais c'est méchant, en mode foufou en tout cas, qui court partout, qui peut balancer des shoots, qui peut beaucoup créer pour lui, et je pense que cette folie, cet énervement, cette dynamite en sortie de banc ferait du bien, surtout qu'il a maintenant l'XP des playoffs, et dans une équipe comme Denver, si on peut l'avoir avec la mid-level exception, ça me semble plutôt pas mal, sachant qu'on sait pas trop si les Clippers vont pouvoir re-signer tous leurs free agents. Donc Reggie Jackson à Denver, c'est mon choix. Bon, je parlais d'une potentielle re-signature de Will Barton à Denver, c'est fait, même si je trouve ça quand même cher. J. Michael Green qui revient aussi, c'est une bonne chose, surtout en couplant ça avec l'arrivée de Jeff Green. Tout ça c'est très bien, même si Javal McGee bouge. Quoi qu'il en soit, je chercherai toujours un meneur et le profil de Reggie Jackson me convaincrait toujours autant. On parle des Pistons. Aux Pistons, entre Dennis Smith Jr. et Wayne Ellington, je re-signerai personne. En fait, il n'y a pas de vrai manque, ou alors il y a des manques partout. Je trouve qu'il y a du monde un petit peu à tous les postes, mais il n'y a pas non plus de joueurs exceptionnels. En fait, je pense qu'à Détroit, comme dans pas mal d'équipes en reconstruction, il faut surtout penser à développer, à laisser la place aux jeunes, et l'objectif numéro 1, même si ça fera toujours du bien au moral, ce sera pas de gagner. Donc moi, je veux pas quelqu'un qui prenne trop de temps de jeu, je veux pouvoir tester tout plein de jeunes et les enchaîner. Par contre, je me dis qu'un backup sur les postes 1 et 2, pour approfondir un petit peu les rotations et faire du bien derrière Cunningham et Killian Hayes, ce serait pas du luxe. Et il y a de l'argent pour ça, et peut-être essayer quelqu'un qui pourrait peut-être faire une breakout season. Et merci la moto. Et donc je disais, ouais, peut-être essayer de prendre quelqu'un qui, justement, qui sous le maillot des Pistons avec des responsabilités, pourrait faire la saison de sa vie. Et là, j'ai pensé à Kendrick Nunn, du Miami Heat. Je trouve qu'en fait, j'essaierai de lui proposer, un contrat autour de 12-13 millions la saison avec le cap des Pistons. Je trouve qu'il a un profil qui est complémentaire à celui de Killian Hayes et de celui de Kate Cunningham. Parce qu'on a deux playmakers, deux distributeurs là pour l'instant à Détroit, et là c'est pas du tout le cas de Kendrick Nunn. Il est moins distributeur. Lui c'est beaucoup plus un scoreur qui peut beaucoup plus créer son tir, même si Cunningham et Hayes ont des vraies qualités dans la création de tir, mais lui c'est sa spécialité, qui peut beaucoup jouer en ISO et apporter des choses différentes. Il peut apporter du tir, du combat. À Miami, le combat il a compris ce que c'était, et même un peu de défense. Alors je suis pas hyper convaincu, je dis pas que Nunn fera gagner les Pistons, mais je me dis why not, il faudrait l'essayer, autant faire des tests, de toute façon Détroit ils sont là pour tester pas mal de joueurs, il pourrait vraiment exploser en tant que 6e homme, peut-être pourquoi pas essayer de concourir, non, pour être le meilleur 6e homme, il faudra peut-être des wins, mais en tout cas pour être un vrai remplaçant de luxe, et si Hayes ne confirme pas par exemple, ou si Cunningham met du temps à s'adapter, même si Cunningham à mon avis sa place de titulaire elle est acquise, mais si Hayes ne confirme pas, pourquoi ne pas l'imaginer titulaire vu qu'il peut jouer sur les postes 1 et 2. Bon, finalement pas de Kendrick Nunn pour mener le jeu, on préfère faire confiance à quelqu'un qui connaît la maison, à la personne de Corey Joseph, mais ce qui est intéressant c'est que justement vu qu'il est pas cher, on recrute aussi des intérieurs avec Kelly Olynyk et Trey Lyles, donc bon, je sais pas où ça ira les Pistons, mais ça continue à faire des tests avec des joueurs qui potentiellement peuvent être intéressants. Les Golden
Golden State Warriors, qui clairement sont dans la luxury tax et ont zéro fric à dépenser. Ils ont juste leur taxpayer mid-level exception qui est à 5,9 millions de dollars. Donc c'est pas des masses. Mais le meilleur recrutement de toute façon pour la saison prochaine à Golden State, ce sera le retour de Klay Thompson qui est très attendu. Maintenant, Kelly Oubre a pas fait une bonne saison, il sera sûrement trop cher, il y a la luxury tax à payer, je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin avec le retour de Klay, donc moi je ne re-signerai pas, d'autant plus avec la draft de Jonathan Kuminga qui ajoute une présence extérieure. Je me dis pourquoi pas mettre Wiggins au poste 2 d'ailleurs, et au poste 2 on peut, hein, mais ça c'est si Klay Thompson met du temps à revenir, on peut mettre Wiggins au poste 2, Kuminga en 3, une fois que Klay est là, on peut le mettre au poste 2 avec Wiggins en 3, et ça apporte pas mal de possibilités. Pour moi, comme vous le voyez sur le visuel, la plupart des manques qui sont au poste 4 et au poste 5. J'ai confiance, alors confiance c'est un bien grand mot, mais je me dis que James Wiseman et Kevon Looney à l'intérieur, ça peut faire l'affaire. Alors ce sera pas ouf, mais ça peut faire l'affaire. On se rappelle que les Warriors ont déjà gagné 100 gros pivots. Kerr a l'habitude de jouer small ball, il peut décaler Draymond Green au poste 5, il peut aussi décaler Kuminga en poste 4, et finalement c'est pour ça qu'il n'y a aucun manque en rouge, parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de solutions dans cette équipe. Donc vu qu'il y a des solutions pour aller partout, que s'il y a des manques peut-être qui sont un peu à l'intérieur, un peu sur les postes ailiers, je me dis que ce serait pas mal, vu qu'il y a peu d'argent, de trouver un vétéran qui voudra pas forcément beaucoup d'argent et qui sera complémentaire. Là, j'ai pensé à André Iguodala pour cette exception à 5,9 millions. Là, on a un joueur qui connaît bien la maison, qui était parti à l'époque un peu à contre-cœur pour des raisons financières. Kerr voulait le garder, lui ne voulait pas trop partir, mais il a compris que pour des questions de luxury tax, il était temps de se séparer parce que son salaire était trop important. Je pense que lui, il aura envie d'y retourner à Golden State et que Kerr l'accueillera les bras ouverts. Il peut avoir un gros rôle dans le vestiaire, il peut avoir une vraie présence de leader, il apportera du combat sur les petites minutes où il sera sur le terrain. Je m'attends pas à ce qu'il joue 15 minutes, ou encore ce sera un maximum 15 minutes, mais maintenant il commence à vieillir et j'attends pas vraiment un énorme rôle sur le terrain, mais je trouve que dans le vestiaire, en play-off, avec son expérience, il peut aussi être mentor de Kuminga, vu qu'il joue sur des postes similaires, et que Kuminga est un joueur très athlétique, un peu comme l'était Iguodala en début de carrière, et qui manque de shoot, un peu comme Iguodala en début de carrière. D'ailleurs, il manque toujours un peu de shoot, Iguodala. Mais en tout cas, il peut vraiment servir de mentor à Kuminga, il peut apporter sur des petites minutes, des bonnes choses, de l'expérience, et à mon avis à Golden State, pour essayer d'être à nouveau performant, son profil convient bien. On va faire vite, pour moi rien n'a changé à Golden State par rapport à ce que je viens de dire, d'autant plus avec le départ de Kent Bazemore et la re-signature de Nicolas Batum aux Clippers. Iguodala reste un très bon choix. Au dernier moment là, j'apprends la signature de Otto Porter au minimum, why not? Peut-être qu'avec lui, il n'y aura pas besoin d'Iguodala, mais je prendrai quand même la signature de André, qui ne serait pas du luxe dans le vestiaire. Les Rockets, on va pas le cacher, c'est un peu comme Détroit, l'objectif c'est la reconstruction. Dans les free agents que vous voyez en bas, là, que ce soit Kelly Olynyk, Dante Exum, DJ Wilson ou Avery Bradley, je ne re-signerai personne. Je veux faire de la place aux jeunes, que sont Jalen Green, que sont Kevin Porter Jr., que sont Christian Wood aussi. J'essaierais même de cut John Wall, je pense, s'il était impossible à trader. Gordon, c'est pareil, Eric Gordon, je me dis que dans une équipe en reconstruction comme ça, il a plus vraiment de place. Comme je disais, c'est un peu la même situation que les Pistons, où il n'y a pas vraiment de manque nulle part, mais il y a besoin de personne en particulier. Là, il faut vraiment développer les jeunes. J'aime bien aussi, au départ, je m'inquiétais un petit peu pour les postes intérieurs. J'aime bien les drafts de Garuba et Sengun en joueurs internationaux pour aller avec Christian Wood. Donc je saurais pas trop où me tourner. J'essaierai toujours d'avoir des jeunes. Peut-être, allez, je m'imaginerais que John Wall et Eric Gordon partiraient, soit par des buyouts, soit par des transferts. Donc peut-être viser PGSG, meneur ou arrière. Et là, j'imagine bien un Malik Monk. Comme je disais, peut-être que les Hornets le re-signeront pas s'ils se tournent vers Devonte Graham. Et là, peut-être l'avoir soit pour une mid-level exception, soit via un sign and trade s'il demande plus. Mais je me dis que Monk, il sera peut-être pas trop cher. Ça fait 2 saisons qu'il joue peu, parce qu'il a été blessé la saison dernière. Il a été suspendu parce qu'il n'avait pas respecté le programme anti-drogue de la Ligue il y a 2 ans. Donc sa réputation est pas au top, et je me dis que ça se peut qu'il soit pas trop cher. Donc une mid-level exception pourrait potentiellement suffire si on fait une offre sur plusieurs années. Et puis mine de rien, une mid-level exception, ce serait déjà le double de ce qui touchait cette saison à Charlotte. À Houston, il apporterait du shoot, il apporterait un petit peu de défense.
Ça peut être un profil à risque s'il se blesse et s'il joue pas trop, mais il pourrait avoir l'occasion de se relancer à Houston, il pourrait avoir l'occasion de passer un step, et vu que Houston, de toute façon, ils en ont rien à foutre de prendre des risques, parce qu'ils vont pas chercher à gagner le titre dès cette saison, à mon avis, ça peut être quelque chose à tenter, voir si Malik Monk peut devenir vraiment un gros joueur NBA, avec des responsabilités et du temps de jeu. Il pourrait aider l'équipe à repartir sur des bonnes bases, des bases jeunes et prometteuses, peut-être en sortie de banc, faudrait voir. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça peut être une saison de transition pour les Rockets, une saison de transition pour lui, et puis à prévoir, gagner des pics, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de wins, et les utiliser pour le futur. À mon avis, c'est un bon projet pour les Rockets, et j'imagine bien Monk bien se situer là-dedans. Bon, a priori, ça va être dur de signer un arrière comme Monk, vu que Theis a signé pour 36 millions sur 4 ans, je trouve pas ça inintéressant, en complément de Christian Wood, donc pourquoi pas, sachant que le poste arrière pourra être occupé par David Nwaba, qui lui a été re-signé. Les Indiana Pacers. Là encore une fois, je trouve qu'on a un effectif complet et intéressant, donc avec aucun poste que j'ai mis en rouge. Et tant mieux, parce qu'ils n'ont pas du tout de cap space. Quoi qu'il en soit, cet effectif, on l'a vu, c'est pas suffisant pour avoir des objectifs hauts. Alors après, il y a besoin de santé, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas été vernis par les blessures. Il y a besoin de coaching, parce que Björkgren n'a pas du tout été convaincant. Au bout d'une saison, il s'est fait couper. Et le retour de Rick Carlisle me hype vraiment dans cette équipe des Pacers. On va vraiment voir ce que vaut cet effectif avec un vrai coach. Bon, pour moi, on va pas se le cacher, ça ira pas au titre, mais il y a quand même des qualités, et avec des joueurs comme ils ont, avec par exemple un Sabonis, ou avec un Miles Turner, ou avec un Brogdon, c'est pas normal de pas aller en playoff. Donc pour moi, déjà, l'objectif 1, derrière un Malcolm Brogdon, ce sera de re-signer TJ McConnell. Il est trop précieux, il apporte de la hargne, il apporte de la défense, et je trouve que ça va très bien avec cette mentalité des Pacers, et c'est tout ce qu'il faut dans une équipe comme Indiana. Donc il faudrait essayer de le re-signer, pour pas trop cher, ça c'est ma priorité. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a compenser un petit peu le orange que j'ai mis au poste 1, il faudra trouver un intérieur remplaçant pour faire souffler Sabonis et Miles Turner, parce que je trouve que Bitadze, pour l'instant notamment au poste 5, il est beaucoup trop juste. Et là je pense que je vais vous proposer quelque chose auquel personne ne s'attend, mais je me dis que ce serait peut-être intéressant. J'imagine bien, pourquoi pas, un André Drummond aux Pacers. Sa cote est très très basse en ce moment et lui il a besoin de se relancer. En fait il a montré de gros soucis de défense sur pick and roll, des gros soucis de QI basket, des gros soucis de choix offensif, mais mine de rien faut pas oublier que c'est quand même un vrai joueur qui a des vraies qualités au rebond et qui a des moves en attaque, mine de rien. Donc il est dans un profil très différent de celui de Miles Turner. Miles Turner est très défensif, Drummond est très offensif, et ça permettrait à Carlisle d'alterner au poste 5, je trouve, entre ces deux profils. Donc maintenant, est-ce que Drummond, il va intéresser beaucoup d'équipes? Je ne pense pas, donc à mon avis, une mid-level exception, ça peut suffire. Ce sera pas la pièce manquante qui amènera les Pacers au titre, ça c'est sûr et certain, mais le pari, moi, me semble tentant pour vraiment densifier cette rotation intérieure à Indiana et essayer d'accrocher les playoffs et peut-être même d'essayer de passer un tour. Ce sera chaud de passer un tour, mais si au moins Indiana, avec un Carlisle, avec un McConnell et avec une meilleure rotation intérieure, peut retrouver les playoffs, à mon avis, ce serait le minimum, et je tenterai le pari Drummond qui, à mon avis, peut être payant si jamais ça marche, et si jamais ça fonctionne pas, il y aura pas grand chose à perdre non plus. J'aime bien ce qu'a fait Indiana jusque-là. Déjà, ils ont re-signé TJ McConnell, comme je disais, qui est assez essentiel, pour un prix qui est pas trop cher. McDermott part, mais ça on s'en doutait, et en plus de ça, ils font venir Torrey Craig pour pas trop cher non plus, qui je trouve, avec sa hargne et son côté défensif, s'inscrit totalement dans la mentalité Pacers. Il y a toujours de la place pour signer Drummond, pourquoi pas ne pas continuer à essayer de l'acquérir, pour les raisons que j'expliquais juste avant. Donc équipe suivante, les Clippers. La priorité, il n'y a pas de secret, ça va être de re-signer Kawhi Leonard. Alors bien sûr que sa blessure peut faire peur, mais peu importe. À mon avis, s'il a décliné son option, c'est juste pour toucher le pactole, et les Clippers peuvent lui offrir le Supermax. Il n'y a aucune équipe qui peut offrir plus que les Clippers à Kawhi Leonard. Donc à mon avis, ça va être la priorité des Clippers, et c'est ce qui va avoir lieu. Donc sûrement pas le premier jour de la free agency, parce qu'il va vouloir voir ce qu'on lui propose ailleurs, il va vouloir faire poireauter un peu le monde, mais à mon avis, il re-signera et tout ira bien pour les Clippers. Maintenant, avec ce contrat au Supermax et la situation salariale des Clippers, ce sera quand même très très dur de garder tout le monde. Comme on le disait tout à l'heure, Reggie Jackson et Nicolas Batum, ils ont pris de la valeur, il va y avoir pas mal d'intérêt, et je pense qu'ils pourront au moins négocier une mid-level exception à 9,5 millions, ce que ne peuvent pas leur offrir les Clippers. Donc à mon avis, si quelqu'un leur offre ça, ils pourraient avoir les oreilles grandes ouvertes, ces deux-là. Ils n'ont pas du tout d'argent à dépenser, les Clippers, et c'est embêtant, ils payent déjà la luxury tax, et leur situation
situation, mine de rien, elle est assez compliquée. Et pourtant, là, je trouve, d'autant plus si Reggie Jackson part, leur plus gros manque, ce sera au poste de meneur. Parce que Patrick Beverley, je l'aime bien, hein, c'est un guerrier, c'est un combattant, mais je trouve qu'il a de vraies limites. C'est pas forcément un titulaire en puissance. Rajon Rondo, je sais plus quoi en penser, c'est plus le Rondo des Celtics de l'époque. Il vieillit, mine de rien, et le playoff Rondo, je suis pas sûr qu'on puisse le revoir un jour. Donc, j'essaierai vraiment de choper un meneur. Maintenant, est-ce que ce mec que j'ai proposé acceptera de signer pour une mid-level exception à 5,9 millions? Pas sûr. Mais je vois bien un Ish Smith aux Clippers. Au moins dans le profil, quoi qu'il arrive. Smith, c'est un globetrotter qui a fait la moitié des équipes NBA, mais qui a jamais fait les Clippers. Alors peut-être que ce défi lui offrira une nouvelle expérience et qu'il sera content d'aller à Los Angeles. En tout cas, c'est un joueur qui peut scorer, qui peut faire pas mal de choses, qui sera jamais une star, mais qui peut être un bon 6e homme ou un titulaire en fonction des besoins, en fonction des adversaires, avec Patrick Beverley alterné. Moi je le vois bien, titulaire peut-être Beverley, mais qui joue pas plus de 25, allez 28 minutes, et Ish Smith qui prend le reste du temps de jeu, ça me dirait bien. Quoi qu'il arrive, Smith, je me dis depuis très longtemps que ce serait intéressant de le voir dans une équipe qui serait contender ou outsider. Et est-ce qu'il serait pas prêt? C'est ce que je me dis, et c'est ce que j'espère pour les Clippers. Je suis pas fan des Clippers, mais s'ils veulent continuer à recruter, il faut espérer ça, de trouver un joueur de qualité qui n'a jamais été trop dans des équipes qui gagnent et qui serait prêt à faire un sacrifice financier pour aller dans ce genre d'équipe. Peut-être que Ish Smith peut être ce profil, parce que là-bas il aura une garantie de playoff ou presque. Lui, il a jamais passé un tour de toute sa vie, donc ça peut peut-être le motiver, quitte à faire un petit cut sur son salaire, d'aller aux Clippers, ou à mon avis, il ferait le plus grand bien. Au moment où j'enregistre là, c'est-à-dire à 4h du matin, on connaît pas encore le montant du contrat de Nicolas Batum, on sait juste que c'est sur 2 ans, et à mon avis c'est quand même bien pour Nico, bien pour les Clippers, donc c'est super. Quoi qu'il en soit, vu qu'il n'y a pas eu trop d'autres moves, ça n'empêche pas de continuer à poursuivre Ish Smith a priori, qui je pense lui apporterait pas mal de choses. Chez les Lakers, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de free agents et pas du tout d'argent. C'est un petit peu le propre de toutes les équipes de Los Angeles, j'ai l'impression, cet été. Par contre, ce qui est clair et net, et on entend beaucoup parler en ce moment dans les rumeurs, c'est qu'il y a beaucoup de vétérans qui sont en quête d'un titre, qui pourraient signer à Los Angeles pour pas trop cher, pour rejoindre le trio que forment Westbrook, LeBron et Anthony Davis, et se dire que ça va aller au titre, forcément. On a un Schroeder, de toute façon, qui à mon avis ne sera pas re-signé parce qu'il est beaucoup trop cher, il demandera beaucoup plus, et lui, ça a été tellement compliqué sa saison Lakers que je ne le vois pas revenir. On a un Matthews qui pourrait re-signer au minimum, à mon avis, en tant que vétéran. Par contre, lui déjà, ça arrangerait un petit peu les manques que j'ai notés au poste 2. Par contre, Horton Tucker et Caruso pourraient susciter de l'intérêt. Et je suis pas sûr qu'ils acceptent de signer au minimum ou pour quasiment rien chez les Lakers. Donc pas sûr aussi que les Lakers veuillent payer trop de luxury tax. Et peut-être qu'ils veulent des joueurs un peu plus performants et un peu plus expérimentés. Donc Horton Tucker et Caruso, je ne suis pas du tout sûr qu'ils restent à Los Angeles. Vu les limites financières que roulent les Lakers. Et du coup, si ces deux-là partent, il y aura forcément des manques sur les postes extérieurs. Et là, j'invente rien, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent. Je me dis que le fit idéal, le choix idéal et le profit idéal, ce serait DeMar DeRozan pour une mid-level exception. Donc ce serait un gros cut sur son salaire, mais a priori, de ce qui se dit, il serait prêt à le faire. Donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il annonce là-bas, comme je viens de le dire. Lui, il voudrait gagner un titre, il ferait ce sacrifice financier, et quelle arrivée ce serait pour les Lakers. Il pourrait jouer au poste 2, au poste 3, au poste 4. Lui, qui est de Californie à la base, serait content de jouer chez lui, à mon avis aussi. Il pourrait avoir un profil polyvalent, un profil partageur. Faut pas oublier que cette saison, chez les Spurs, il a énormément progressé dans son playmaking, il a montré qu'il pouvait faire beaucoup de passes décisives, faire jouer les autres, et à mon avis son profil correspond tout à fait à ce que les Lakers kiffent et ce que les Lakers recherchent. Donc voilà, à mon avis, si DeRozan est ok pour une mid-level exception, les Lakers, ils l'accueillent bras ouverts tout de suite. Cette arrivée ferait beaucoup de bien, et elle remettrait directement les Lakers comme des contenders et presque des favoris pour remporter le prochain titre. Un peu comme on s'y attendait, les Lakers ont laissé partir Caruso notamment, et peut-être le prochain ce sera Horton Tucker, pour recruter tout plein de vétérans pas chers qui veulent des titres. Le bon plan pour moi, c'est le retour de Dwight Howard qui apportera de la vraie rotation au poste de pivot. Le shoot d'Ellington aussi fera du bien, l'expérience d'Ariza et même Kent Bazemore dans un profil de 3&D fera le plus grand bien pour lui aussi apporter du spacing nécessaire autour de Westbrook, LeBron et Anthony Davis. Tout ça n'empêche pas une potentielle venue de DeRozan si lui aussi est prêt à faire un cut financier pour gagner une bague.
On passe aux Memphis Grizzlies, qui, comme vous le voyez, ont très peu de free agents importants. C'est une équipe qui est jeune et en développement, mais qui, elle, contrairement à d'autres équipes qu'on a abordées comme les Pistons et les Rockets, a des résultats, est très proche des playoffs chaque année, et je trouve que leur futur est très intéressant. Là, les Grizzlies viennent d'enregistrer les arrivées de Eric Bledsoe et de Steven Adams. C'est plutôt pas mal, ça approfondit encore cet effectif qu'il était déjà bien profond, et qui est prometteur aussi. Il y a beaucoup de guerriers, donc mes recrutements, au vu de tous les extérieurs qu'il y a déjà, je les axerai quand même plutôt vers le secteur intérieur. C'est pour ça que j'ai mis les postes 4 et les postes 5 en orange. Je trouve que... Alors, on ne sait pas si Bledsoe va rester, il y a des rumeurs qui disent qu'il va être transféré. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir le transférer, malgré toutes les failles qu'il a, le Eric Bledsoe. Il serait un très bon backer de Ja Morant en puissance, en explosivité. Je trouve qu'il pourrait très bien correspondre à ce nouveau grit and grind qui est en train d'être emmené et véhiculé par Taylor Jenkins. Donc, moi, je chercherai pas forcément à le transférer, Bledsoe. Donc à voir, on a Winslow à mon avis, de toute façon, son option n'a pas été activée, il ne reviendra pas. Je pense que avec Winslow qui s'en va aussi, ça manque peut-être de rotation au poste 4 et au poste 5, même si on a du Brandon Clark, du Kyle Anderson qui peuvent jouer au poste 4, du Xavier Tillman qui peut assurer au poste 5, je me dis que ça ferait pas trop de mal d'avoir un autre intérieur, voire un autre pivot derrière Steven Adams, qui est mine de rien aussi vieillissant, Steven Adams, et qui n'est plus non plus de toute fraîcheur et de toute jeunesse. Donc le pivot que j'aimerais bien voir, ou en tout cas le profil de pivot que j'aimerais bien voir à Memphis, pour une mid-level exception, parce qu'ils pourront pas proposer beaucoup plus, c'est Enes Kanter. Donc lui, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que lui aussi a de vraies failles, notamment défensives, mais il a un profil qui serait vraiment différent de celui de Steven Adams. On aurait un attaquant spécialiste, Kanter, qui peut mettre plein de paniers très vite avec ses très bonnes mains, et un défenseur solide avec Steven Adams. Et ça permettrait aussi, comme j'ai expliqué plus tôt avec Indiana, à Taylor Jenkins de faire une alternance entre un attaquant et un défenseur en fonction des match-ups et en fonction de qui il a besoin. Faut pas oublier aussi que Kanter c'est quand même un excellent rebondeur qui peut apporter de grosses minutes, qui ok est dégueulasse en défense mais qui apportera plein d'autres choses. Donc pour moi c'est important de pas avoir un Kanter à 40 minutes par match, mais avec un mec comme Adams, je pense qu'ils peuvent alterner dans les minutes et apporter vraiment dans les deux secteurs, attaque et défense, à cette équipe des Grizzlies. Donc en sortie de banc, un Kanter, tu peux peut-être le convaincre pour une mid-level exception sur plusieurs années, parce que lui non plus, il est plus tout jeune, donc il cherchera peut-être à obtenir un deal sur plusieurs années, donc cette mid-level exception pourrait suffire, même s'il demandera peut-être plus. S'il trouve plus ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il aille ailleurs, en tout cas qu'il aille ailleurs. En tout cas, les Grizzlies auraient tort de pas courtiser un tel profil à mon avis. Jusque là, on a des Grizzlies qui n'ont juste pas bougé, un Kanter qui n'a pas signé, donc je reste tout simplement dans la même optique les concernant. Alors on parle du Miami Heat, cette équipe a quand même énormément de free agents de valeur, et c'est normal, parce que c'est une team qui à la base voulait faire beaucoup de place pour récupérer un gros free agent, et notamment Kawhi Leonard. Mais avec les blessures de Kawhi, je pense que les plans ont changé, il n'y a plus d'énormes free agents sur le marché. Au départ ils visaient des mecs comme Paul George, c'est dead aussi, et pour moi, et ça aussi j'en parlais dans une vidéo, la priorité pour Miami ce sera de re-signer Duncan Robinson, qui est agent libre restreint. Il y a trop besoin de shooters à Miami avec des joueurs comme Jimmy Butler et Bam Adebayo, donc à mon avis il faut absolument re-signer Robinson, utiliser ses bird rights et s'aligner sur toutes les offres. Faudrait voir aussi, je vais pas développer beaucoup plus, j'en parle dans la vidéo, mais s'il n'y a pas moyen de recruter Oladipo pour pas cher aussi, sa cote elle a beaucoup baissé, il y a peut-être moyen de lui proposer un truc correct parce qu'il a aussi ses droits bird, et là si on réussit déjà à re-signer Duncan Robinson et Victor Oladipo, on a le problème des postes 1 et 2 qui est plus ou moins réglé, et surtout le poste 2, et le poste 1 mine de rien avec Goran Dragic qui vient de... sa team option a été activée, le poste 1 s'est réglé aussi. Donc a priori ce serait plus vers l'intérieur que je me tournerais. À l'intérieur, à voir ce qu'il peut y avoir de disponible, mais pour l'instant les rumeurs vont ailleurs, et Dragic, si sa team option a été activée, apparemment c'est pas forcément pour le garder forcément. Donc moi je pars sur autre chose, et là je vais partir sur quelque chose de différent de ce que j'ai présenté actuellement. J'imagine un Kyle Lowry à Miami en sign and trade avec Goran Dragic. Là c'est surtout parce que je trouve que le profil irait parfaitement bien et qu'il y a énormément de rumeurs qui annoncent déjà ça. Toronto de toute façon contre Lowry chercherait un sign and trade.
Miami, je pense, avec la team option de Dragic, a essayé de faire en sorte de pouvoir proposer ce qu'il faut. Et Lauri, je trouve, présente tout ce qu'il faut et tout ce que nécessite le hit basketball. Avec de la hargne, du combat, de la défense. Il provoque des charges, il met son corps en opposition, il le donne à la science. Je trouve ça génial et ça ferait un vrai trio avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. Il a une vraie intelligence de jeu aussi, il peut créer pour les autres, il peut faire preuve de sang-froid. Et après une saison compliquée à Miami, à mon avis, il peut vraiment les aider à passer un step pour tourner la page avec Dragic et avoir un meneur ancien All-Star comme Kyle Lowry qui, voilà, pour former un Big 3, toute proportion gardée, pour former un Big 3 en Floride et qui apporterait une autre option offensive avec d'autres qualités que Dragic, pour moi qui serait nécessaire parce qu'on l'a vu, le jeu de Miami, autant ça a créé de la surprise en playoff il y a 2 ans, l'an dernier ça a été trop limité en playoff, même si on pourrait leur trouver beaucoup d'excuses vu les situations difficiles qu'ils ont connues avec le virus et les blessures notamment. En tout cas, Kyle Lowry à Miami, ça me plaît bien. The next day. Là, a priori, j'étais plutôt dans le vrai, même si la plupart de ces moves étaient prévisibles, avec Duncan Robinson qui est revenu, Kyle Lowry qui est arrivé. Bon, je trouve que les deux vont être beaucoup payés, mais bon, Miami les voulait vraiment, et c'était sûrement le prix à mettre. Petit bon plan aussi avec l'arrivée de PJ Tucker, qui je trouve va très bien lui aussi dans le hit basketball. Donc voilà, des mecs qui vont toucher des gros sous, mais qui pourraient vraiment apporter beaucoup à cette équipe du hit, qui je pense aimerait beaucoup retrouver le haut niveau, comme ce fut le cas en 2020. Milwaukee, on voit que dans les free agents, on a Bobby Portis. Et pour moi, il est très important. Il apporte beaucoup au poste 5 derrière Brook Lopez. Et lui, il n'a pas activé son option parce que il était payé une misère, enfin toute proportion gardée, une misère pour la NBA. Mais ça veut pas dire qu'il va parvenir pour plus cher peut-être. Et à mon avis, c'est ce qu'il voulait négocier avec les Bucks. À mon avis, ça va être aussi l'une des priorités de Milwaukee. Lui-même dit qu'il s'y sent bien et c'est un joueur qui est très important à gagner. Rien que choper la taxpayer mid-level exception à 5,9 millions, ce serait un gros step-up financier pour Bobby Portis, et il y a peut-être moyen d'imaginer ça et de faire plaisir à tout le monde dans cette histoire. Je pense que ce qui serait intéressant également, ce serait de re-signer Tucker aussi, parce qu'il a fait du bien dans le combat, dans l'intensité. Je trouve que dans la mentalité, il a eu un vrai rôle dans cette finale NBA et dans le titre. Donc essayez peut-être de lui proposer un minimum. En fait, là, à Milwaukee, il n'y a quasiment rien à donner, il y a la luxury tax qui est payée, donc je pense que la meilleure solution, c'est de capitaliser sur le titre pour essayer de faire comprendre à des joueurs expérimentés que ici on gagne, même si on peut pas trop payer. Par contre, dans des conditions comme ça, ce sera potentiellement dur de garder un Bryn Forbes, je pense, qui lui est plus jeune et cherchera peut-être plus d'argent ailleurs après le titre. Mais après, c'est pas grave, on a un Donte DiVincenzo qui reviendra de blessure, qui était vraiment l'arrière qui jouait à la place de Bryn Forbes avant sa blessure. Donc, si Bryn Forbes doit partir, tant pis, mais c'est pas... Enfin voilà, il manquera sur son shoot à 3 points, mais c'est pas pour ça que Milwaukee coulera. Peut-être qu'il manque un meneur backup derrière Jrue Holiday, parce que Jeff Teague, je suis pas vraiment convaincu, c'est quand même plus qu'il était, et c'est trop limité. Alors, dans les meneurs, j'irai voir du côté de Cory Joseph. En fait, je trouve que c'est... De toute façon, là, le problème, c'est que Milwaukee, surtout s'ils utilisent leur taxpayer mid-level exception pour Portis, ils n'ont plus que des minimums à proposer. Et Cory Joseph, peut-être qu'il voudra plus. Donc, encore une fois, il faudra capitaliser sur le fait on est des champions, et Cory, si tu veux, on va essayer de t'amener au titre. Donc, fais un sacrifice financier, on prend le minimum et viens chez nous, on va essayer d'aller au titre. C'est le seul argument de vente qu'ils ont, Milwaukee, donc il faut qu'ils jouent cette carte à fond. Et après, il faut quand même être conscient que derrière Jrue Holiday, ce sera difficile de viser un profil bien meilleur que Cory Joseph. En tout cas, Joseph, s'il devait arriver, il améliore énormément la rotation, je trouve. C'est un joueur sérieux, on l'oublie, mais il a l'expérience d'un titre en 2014 avec les Spurs, qui peut scorer, qui peut faire des passes. Alors il avait des stats gonflés à Détroit cette année parce que Détroit il avait beaucoup de responsabilités, il en aura pas autant à Milwaukee, mais ça reste quand même un mec qui joue juste, qui est plutôt adroit, qui a des pourcentages qui sont intéressants, il peut aussi mettre quelques triples, et je trouve qu'il apporte exactement ce qu'il faut dans une équipe qui vise haut comme les Bucks, en sortie de banc, derrière Jrue Holiday. Donc let's go Cory Joseph, ou un profil comme ça à Milwaukee. De toute façon, il faudra viser un mec comme ça, qui pour un titre acceptera le minimum. The next day. Vu que Cory Joseph a été re-signé par Détroit, il faudra viser quelqu'un d'autre au poste 1, mais je pense que Milwaukee a toujours intérêt à cibler un petit peu cette position pour faire une doublure de Jrue Holiday. Mais peu importe, pour moi, le bon plan, vraiment, c'est la re-signature de Bobby Portis, vraiment pas cher, et ça, c'était vraiment pas acté non plus. Donc très
très très bon plan pour eux vu comment il est important. La perte de PJ Tucker fait un peu mal dans le combat, mais peu importe, pour moi, avec le retour de Portis, l'essentiel est réalisé du côté des Bucks. Équipe suivante, dans l'ordre alphabétique, les Minnesota Timberwolves, donc, qui ont très peu de free agent, hein. Le principal que j'ai noté c'est Vanderbilt, qui sera free agent restreint en plus. Donc bon, si on fait le bilan des Wolves, on voit qu'il y a pas mal de joueurs talentueux offensivement, mais ça manque peut-être de défense et de remplaçants. Ça manque encore plus de remplaçants, je pense, avec le départ de Ricky Rubio, mais aussi avec l'incertitude Malik Beasley et ses histoires avec la justice. Lui, il a beau avoir du talent plein les mains, mentalement, je sais pas s'il reviendra au top. Donc Malik Beasley, je veux pas trop capitaliser sur l'apport qu'il aura à Minnesota. Donc comme je disais, gros besoin de défense, mais le plus gros souci, c'est quand même le poste d'ailier fort. Ça fait un petit moment que les Wolves cherchent un vrai ailier fort aux côtés de Karl Anthony Towns, et il faut trouver ça. On parle beaucoup de Lauri Markkanen, mais rappelez-vous, je l'ai mis ailleurs, et de toute façon, au niveau du cap space, c'est compliqué, je trouve, d'attirer Markkanen à Minnesota, à moins d'un sign and trade. Jaden McDaniels, c'est trop tôt pour l'imaginer titulaire au poste 4. Il n'y a que la mid-level exception, donc on peut pas non plus viser un All-Star, vous en êtes conscient. Donc un profil que j'imaginais bien à Minnesota, moi, c'est Paul Millsap. Paul Millsap, après, pas sûr que le défi des Wolves le tente, parce que Millsap, il veut peut-être gagner des matchs, et à Minnesota, il y a rien de moins sûr que de gagner beaucoup de matchs, mais je trouve que Minnesota aurait tort de ne pas viser un tel profil, en tout cas. Parce que, bon, déjà, il faut être conscient que Denver va essayer de le garder, mais pas certain qu'il lui file 9 millions. Donc ça va vraiment dépendre des choix de Millsap entre la thune d'une mid-level exception, donc toute proportion gardée encore une fois, ou bien les victoires qu'on peut lui promettre à Denver ou dans une équipe comme ça. Les Wolves, en tout cas, peuvent peut-être lui garantir une place de titulaire au poste 4. Ils ont besoin de dureté, ils ont besoin de défense, ils ont besoin d'expérience, je pense aussi, et Millsap peut apporter tout ça. J'ai l'impression qu'il manque un peu un vrai papa dans cette équipe de Minnesota, là, à Minneapolis. Et lui, il peut arriver, il peut mettre de l'ordre, il peut apporter plein de... Enfin, en tout cas, il peut répondre à plein de manques que subissent les Wolves actuellement. Et voilà, je le répète. Vu qu'en plus de ça, il joue au poste 4, il peut jouer au poste 4 et au poste 5, mais il peut toujours évoluer au poste 4. Je pense que Minnesota aurait tout intérêt à poursuivre un tel profil. The next day. Jusque-là, les Wolves n'ont pas bougé, Millsap est toujours libre, donc je continuerai à parcourir les mêmes objectifs, même si je tenterai ma chance aussi sur Markkanen, qui risque d'être un peu cher néanmoins, et je préfère, je dois le dire, le profil de Millsap. Les Pelicans, on a quand même des free agents qui sont importants, avec Lonzo Ball, avec Hart et avec Willian Hernan Gomez. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir où vont ces Pelicans actuellement. Parce que si Lonzo s'en va, comme je l'ai dit, et comme les rumeurs annoncent beaucoup, ils vont vraiment avoir besoin d'un meneur. Alors ok, il va peut-être re-signer, ils vont peut-être s'aligner. Ce serait peut-être la meilleure chose qu'ils aient à faire. Mais pour l'instant, les rumeurs vont pas là, et j'ai dit que Lonzo irait à Chicago, donc on va rester dans cette idée-là. Quoi qu'il en soit... Zion Williamson, c'est un joueur d'exception, ils ont besoin de le satisfaire, ils ont besoin de bien l'entourer. Et mine de rien, même si je trouve que c'est pas hyper complémentaire, avec Brandon Ingram, il y a un duo qui est bourré de talent. Donc les deux, je sais pas si l'avenir fera qu'ils seront encore ensemble, mais ces deux gars, pour l'instant, ils sont là, ils ont plein de talent, et il faut capitaliser là-dessus. Je trouve que l'arrivée de Valanciunas fera du bien. Parce qu'il peut apporter de nouvelles choses, il a un vrai jeu de pivot, il peut jouer au poste, il peut apporter beaucoup de rebonds, et tout ça, ça fait du bien. Sauf que là, on parle de Ingram, on parle de Zion, et on parle de Valanciunas, mais où sont les arrières là-dedans? Alors, priorité, à mon avis, re-signer Josh Hart. Si Lonzo Ball s'en va, il peut jouer au poste 2, au poste 3, peut-être même au poste 1, en tout cas non, je le mettrai pas meneur, mais en tout cas il peut porter la balle, il peut être ball handler, et donc malgré l'arrivée de Zaire Williams, qui lui jouera au poste 2, il est encore un peu tendre, c'est encore un rookie, on sait pas du tout ce qu'il donnera. Je trouve que re-signer Josh Hart, c'est important, parce que bien sûr qu'il y a Kira Lewis Jr. et Nickeil Alexander-Walker, mais je les trouve aussi encore trop tendres pour le moment. Donc Josh Hart, pour l'instant, il a plus d'expérience qu'eux, et il apportera plus de certitude. Mais même avec une resignature de Hart, il va pas non plus demander 25 ou 30 millions Hart. Donc il restera encore pas mal de thunes sous le cap. Et avec cette thune-là, j'essaierai de choper un vrai poste 1. Et ça tombe bien, dans les postes 1, il y en a un que j'ai mis encore nulle part, et qui pourrait demander de l'argent, et les Pels, justement, ils en ont de l'argent, c'est Spencer Dinwiddie. Je pense qu'il y a peut-être moyen de l'avoir pour, 16-17 millions. Je disais que Ball y partirait à Chicago pour une vingtaine de millions. Dinwiddie, il y a peut-être moyen de l'avoir un peu moins cher et d'économiser 3-4 millions en le signant. Faut pas oublier qu'avant de se blesser, à Brooklyn, il était pas... Alors, proche du niveau All-Star, j'abuse un peu, mais il s'en approchait, mine de rien. Enfin, il était pas très loin. Et avec du temps de jeu, il a toujours vraiment assuré.
il attend qu'une seule chose, c'est de choper l'opportunité d'exploser. Et dans une équipe comme les Pelicans, dans un contexte comme les Pelicans, je pense qu'il pourrait devenir un candidat potentiel. Alors pas au MIP, vu que tu vas pas mettre le MIP, un mec qui a pas joué de la saison d'avant, mais allez, si le trophée de Comeback Player of the Year existait, je pense qu'en arrivant dans ce contexte de la Nouvelle-Orléans, Dinwiddie pourrait être un vrai candidat. Quoi qu'il en soit, on a vu la situation financière de Brooklyn fera en sorte que ce sera dur pour les Nets de le re-signer. De toute façon, il n'aura pas assez de responsabilités par rapport à ce qu'il mérite et lui ce qu'il voudra, il n'aura pas assez d'argent, donc je pense qu'il ira voir ailleurs. Les Pels, à mon avis, c'est une bonne idée. Il peut être le fer de lance, il peut être le meneur titulaire, il peut aider des mecs comme Zion et comme Ingram à passer un cap. Tout reposera pas sur lui, il y aura peut-être un potentiel collectif. J'aime bien cette idée-là. Et voilà, c'est quand même... pour moi, ça manque aussi de... Ça manque vraiment de défense, les Pelicans, mais ça manque de scoring aussi sur les postes arrière. Faut pas oublier que Dinwiddie tournait à 20 points par match, ou pas loin, ou peut-être même plus de 20 points par match avant de se péter, et même si c'est pas un playmaker comme Lonzo Ball, il peut apporter tout ce scoring régulièrement, et je pense que ça fera du bien aux Pels. The next day. Au final, même si j'aurais bien aimé Dinwiddie, les arrivées de Thomas Satoransky, Garrett Temple et surtout Devonte Graham compensent largement ce que j'imaginais de la part de l'ancien meneur des Nets. Donc pourquoi pas essayer tout ça aux Pels, même si je ne suis pas sûr que ce soit flamboyant pour remplacer Lonzo Ball. Les New York Knicks, qui ont beaucoup de free agents importants, dans tous les sens même. Mais ils ont aussi beaucoup de cap, donc ça va avec. Pour moi, la priorité des New York Knicks, ce sera de re-signer Nerlens Noel. Il était beaucoup trop important, Tom Thibodeau l'adore, et je trouve que c'était vraiment l'encre de la défense, l'âme de la défense intérieure des Knicks, et qui faisait beaucoup de bien dans la peinture. Donc pour moi, déjà, une partie du cap, elle repart pour Noël, faut essayer de le convaincre, c'est trop important. Par contre, une fois qu'on a résolu ce problème au poste 5 que j'avais mis en rouge, avec Nerlens Noel, surtout si on a du Derrick Rose qui part, il va falloir chercher du poste 1 ou du poste 2. Et on a de la thune pour ça. Et il faut vraiment un poste 1 scoreur à mon avis, c'est ce qui a manqué cette année. Au poste 2, je trouverais ça intéressant de re-signer un gars comme Burks par exemple, qui m'a vraiment convaincu cette saison. Il apporte de la création, il peut porter la balle, il a un vrai QI basket, il apporte du shoot, donc Burks pour moi ce serait intéressant, mais le mieux, et ça va même pas être ma cible principale, mais le mieux ce serait de confirmer une rumeur qu'on entend beaucoup, qui est persistante en ce moment, c'est Evan Fournier. De ce qui se dit, l'intérêt entre Fournier et les Knicks serait mutuel, et j'aime beaucoup cette idée. Encore un mec qui sait mettre le ballon dans le panier, et ça ferait forcément du bien à ces New-Yorkais qui ont cherché à entourer Randle toute la saison, et qui ont toujours eu du mal à trouver une option 2 régulière à côté de lui. Barrett a fait de vrais progrès, mais il n'a pas été assez régulier, pas été assez constant, même si on attend des progrès, pour entourer Randle suffisamment pour passer des tours de play-off. Donc quoi qu'il en soit, moi voilà, je re-signe Noël, je re-signe Evan, et pourtant il reste encore peut-être assez pour re-signer quelqu'un d'autre. Je sais pas, si on utilise une trentaine de millions pour Noël et Evan cumulés, il reste encore plus de 20 millions. Et donc avec ces 20 millions, pour moi il me faudrait absolument un meneur si on avait ces deux-là. Et le meneur que je viserais, alors je sais que certains vont sauter au plafond, mais je pense que ce serait pas mal, c'est Dennis Schroeder. Pour 22 millions. Ouais, 22 millions, ça fait beaucoup, mais apparemment, il demande cher. Et si c'est ce qu'il demande, pourquoi pas tenter ça ? Je trouve qu'il peut vraiment correspondre aux Knicks. Il peut dribbler, il peut créer et il peut défendre. Tout ça, ça peut plaire à Tom Thibodeau. Lui, il a quand même besoin de se relancer parce qu'il a un peu terni son image aux Lakers. Le problème, c'est que c'est pas le roi de la déclaration et il sort toujours des gaffes dans les médias. Et ça le dessert un peu. Mais ça reste quand même un vrai joueur, à condition qu'ils veulent pas être franchise player. Donc il faudra savoir le briefer et je compte sur Thibodeau pour faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aux Lakers, pour vraiment briller, il avait pas assez la balle. Parce qu'on avait un mec comme LeBron qui forcément crée beaucoup et a besoin du ballon. À New York, lui, on lui demandera de créer, on lui dira fais ce que tu sais faire, crée, prends la balle, porte-la, on a besoin de ça. Donc à mon avis, il peut vraiment s'épanouir là-dedans. Je le répète en plus de ça, il y a besoin d'un scoreur, il le fait, il y a besoin de défenseurs. Enfin, les défenseurs chez les Knicks, on les aime. Dennis Schroeder, c'est quand même loin d'être un manche en défense. Pour moi, le fit, il correspond vraiment. Le problème, c'est peut-être son caractère, l'argent qu'il demandera, ça c'est des soucis, il faudra voir ce que ça donne. Mais il retirera, quoi qu'il arrive, de la pression sur les épaules de Randle. Il y en a grand besoin. Si en plus de ça, Evan Fournier arrive, je pense que les Knicks pourraient vraiment step up et peut-être espérer cette fois-ci passer un tour de play-off avec un mec comme Thibodeau. Donc moi j'irais dans ce sens-là. Après,
avec tout ça, malheureusement, il n'y a plus trop de place pour Frank Ntilikina. Même si j'aimerais bien, hein, j'y crois encore un peu, je m'imagine toujours, et je suis peut-être un peu optimiste, mais qui peut vraiment... Il a du talent hein, au shoot, c'est un vrai défenseur. Donc dans un rôle de 3&D, il pourrait toujours faire du bien aux Knicks. Maintenant, surtout s'il y a Schroeder qui arrive, Fournier qui arrive et que Burks est re-signé, autant que Ntilikina aille voir ailleurs et essaye de se relancer dans une autre équipe. Voilà pour Franck, parce que s'il y a tout ce recrutement-là, à mon avis, il n'y a plus de place pour lui. The next day. Bon là je suis assez content, même si ma cible principale pour les Knicks, Schroeder, n'arrivera probablement plus désormais, il y a pas mal de choses que j'avais prévues, comme le retour de Burks, le retour de Noël et l'arrivée d'Evan Fournier, ou même encore le départ de Reggie Bullock. Au final, la re-signature de Derrick Rose est pas mal du tout, parce qu'il a fait de très bons playoffs, je le répète, l'an dernier, et c'est peut-être aussi bien que Schroeder d'avoir un mec qui connaît la maison. Je trouve que les New York Knicks ont fait un très bon premier jour de free agency, bravo à eux. OKC, qui a pas non plus énormément de free agents importants, qui est une équipe qui possède énormément derrière, et encore plus après la draft, notamment avec l'arrivée de Josh Giddey, notamment, qui a été drafté très haut. Donc c'est une équipe qui est toute pleine de jeunes, mais aussi toute pleine de pics, qui va pas jouer grand chose, hein, et qui va être encadrée, je trouve ça assez rigolo, par des mecs comme Kemba Walker et Derrick Favors. Donc on a des papas et un jardin d'enfants, tout plein d'arrière au milieu de tout ça. Donc en fait, vous l'avez vu hein, dans les équipes en reconstruction, d'habitude j'ai tendance à mettre tous les postes en orange, parce que quoi qu'il en soit, des jeunes ça fait du bien, mais là je trouve qu'il y a quand même déjà beaucoup trop d'arrière à OKC, donc j'essaierai quand même d'améliorer un autre poste. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Walker et Favors, peut-être que à OKC on va essayer de les mettre en valeur, de montrer qu'ils peuvent encadrer un groupe de jeunes, de montrer qu'ils ont encore du talent dans les mains, de montrer qu'ils peuvent encore mettre des points et essayer de les échanger ensuite contre des pics. Ça, on sait que Sam Presti adore ça. On va essayer aussi de donner de l'expérience à Shai Gilgeous-Alexander pour lui permettre de devenir encore plus un franchise player. Donc ça, à mon avis, ça va être le but. Et j'irai peut-être, moi, du coup, essayer de chercher un intérieur. Parce que, ok, il y aura Favors sans papa, mais ça manque peut-être de monde à l'intérieur. Et encore, peu importe, hein, de toute façon, vu que ça cherche pas à gagner. Mais je trouve que apporter un intérieur jeune, ce serait intéressant. Surtout un intérieur comme je vais vous montrer. Parce que, en fait, je pensais à Zach Collins, à OKC, pour aller à un contrat qui avoisinerait les 12 millions par saison. En fait, Collins, il a été blessé toute la saison dernière, et pourtant, de ce qui se dit, il susciterait actuellement beaucoup d'intérêt dans toute la ligue, parce que beaucoup pensent qu'ils peuvent l'avoir pour pas cher, vu qu'il sort d'une saison blanche. Et il faut pas oublier qu'il a que 23 ans, qu'il est très prometteur, qu'il fait 2m11, qu'il peut jouer aux deux postes, ailier fort et pivot, et à mon avis, à OKC, on veut tenter des paris, et celui de Zach Collins, quitte à le surpayer un petit peu, il vaut le coup d'être tenté. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de choper une star avec l'argent qu'il y a disponible à OKC, il faut laisser la place aux jeunes. Donc il faut tenter des paris, utiliser le cap pour ça, à mon avis. Et Zach Collins, c'est un vrai pari qui a un potentiel énorme. S'il est responsabilisé, il peut être très bon. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça fonctionne, OKC aura encore fait un gros coup. Et si ça fonctionne pas, il sera échangé contre un pic. The next day. Lors du premier jour, OKC n'a pas du tout bougé et semble se satisfaire du roster actuel. Zach Collins, lui, est parti aux Spurs, donc il faudra tenter d'autres paris ou pas, vu l'équipe qu'il y a actuellement. Peut-être que ce sera nécessaire de laisser la place aussi pour les vieux que sont Kemba Walker et Derrick Favors pour les mettre en valeur et les transférer également contre des tours de draft. La suite avec Orlando. Orlando, les deux principaux free agents, c'est des postes 3-1, c'est Otto Porter Jr. et James Ennis, et forcément c'est pour ça que j'ai mis le poste SF en orange. Quoi qu'il arrive, c'est une équipe en reconstruction, vous connaissez, vous savez un peu ce que j'en pense. Il n'y a pas forcément de manque, mais il n'y a pas forcément de grands joueurs de qualité aussi. Donc l'idée, c'est un peu comme au OKC, c'est de trouver des jeunes, c'est d'en tester, c'est d'essayer d'avoir des joueurs les plus prometteurs possibles à tous les postes. Et comme on le voit, hein, avec ces deux free agents là, il y a pas mal d'arrière déjà, il y a pas mal d'intérieur aussi au Magic. Et donc c'est peut-être le poste 3, le poste d'ailier shooter, où il y aurait le plus besoin. Et à mon avis, il n'y aurait pas trop d'intérêt à re-signer des mecs comme Ennis et Otto Porter. Donc un truc que j'imagine bien, ça je sais que ça en parle pas du tout, mais moi je me dis que le fit serait intéressant, ce serait un Kelly Oubre à Orlando. Donc il faudra sûrement dégager Terence Ross pour avoir assez de fric, mais a priori c'est prévu parce qu'il y a pas mal de teams qui seraient intéressés, donc peut-être comme contre une trade exception qui permettrait à Orlando de dégager un petit peu de cap, et d'essayer de choper un Kelly Oubre pour aller une quinzaine de millions par an. Je pense que c'est quand même un gars qui peut, malgré sa saison compliquée à Golden State, malgré son adresse au shoot qui a été très suspecte, notamment en début de saison, je pense que c'est quand même un gars qui peut briller avec des responsabilités dans une équipe qui joue pas non plus grand chose, ce qui est le cas du Magic. Il faut se rappeler comment il avait
avait été très bon à Phoenix, et je pense que le fit avec les Warriors, là, Golden State, était pas génial non plus. À mon avis, Oubre, ça fait partie de ces joueurs qui jouent pas mal en ISO, mine de rien, et qui a pas mal besoin du ballon. Et ce ballon, il l'aura à Orlando. Il a que 25 ans, il peut encore progresser, il peut encore mûrir, et je pense qu'il a des trucs à montrer. Donc il va bien dans cette mentalité du Magic, de mecs qui ont des choses à montrer. Orlando aime bien relancer des joueurs, Kelly Oubre fait partie de ce genre de joueur qui a besoin d'être relancé, et comme je l'expliquais juste avant, il y a peut-être besoin de postes 3 ou 4, parce qu'il y a peu d'infos en ce moment sur la santé de Jonathan Isaac. Alors je sais bien que Franz Wagner a été drafté à ce poste 3 et 4, mais bon, Kelly Oubre peut quand même a priori être un joueur autrement plus important que Franz Wagner sur la saison qui arrive, parce que j'aime beaucoup Franz Wagner, mais bon, cette saison-là il sera rookie. Donc Kelly Oubre à Orlando, moi je pense que l'idée est pas trop mal, en tout cas j'aime bien cette idée personnellement. The next day. Le Magic n'ayant absolument pas bougé jusque-là au moment où j'enregistre le petit débrief, je reste, je signe et je persiste pour Kelly Oubre qui lui non plus n'a toujours pas trouvé preneur. Voici les Sixers qui ont des free agents qui sont très importants, et notamment les deux que j'ai mis en premier là, Danny Green et Dwight Howard, qui suscitent apparemment beaucoup d'intérêt dans toute la ligue, et ça me fait un peu bader. En tout cas là pour l'instant, à Philadelphie, tout se passe surtout autour des transferts, et comme j'ai dit, on va pas en parler aujourd'hui, mais les plus grosses rumeurs actuellement se font surtout autour d'un potentiel trade de Ben Simmons et d'un potentiel trade de Tobias Harris. Donc pour l'instant, on sait pas du tout si ça va avoir lieu. On a selon les rumeurs, on a des Sixers qui sont beaucoup trop gourmands pour espérer en tout cas trade Ben tout de suite. Parce que Morey, il semble vouloir un deal à la Harden, il semble vouloir récupérer beaucoup de picks et aussi des joueurs All-Star. Et il faut être clair, vu comment la cote de Simmons a baissé pendant les playoffs, il n'aura pas ce deal. Donc pour le moment, comme je disais, on va faire comme si tout le monde restait, on va essayer de construire autour de ça. Pour moi, si l'équipe ne devait pas transférer Ben Simmons, son avenir serait au poste 4. Donc il manquerait essentiellement un playmaker, un meneur de jeu. Sauf qu'il n'y a pas de salary cap pour recruter ça. Il y aurait une mid-level exception et rien d'autre. Il faudrait essayer, je pense, avec des contrats minimum ou avec les bird rights. Danny Green, c'est early bird, je crois, et Dwight Howard n'a pas grand-chose. Donc ça va être compliqué de les garder. Maintenant, Dwight Howard se plaît bien à Philadelphie, mais d'après les rumeurs, il voudrait aller aux Lakers. Un Suendi comme Green, ça va plaire à beaucoup de monde. Donc à mon avis, ça va être très dur de les conserver. Faudrait essayer avec le peu d'argent disponible, même si j'y crois pas trop. Ce sera dur et ils seront courtisés. Mais ils étaient tellement importants qu'il faudra tenter le coup, et voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait pas, à mon avis, leur proposer la mid-level exception, parce que celle-là, il faudrait la garder pour un meneur de jeu. Et ce meneur de jeu que j'imagine aux Sixers, et qui ferait pas mal de bien, je trouve, ce serait Patty Mills. Et oui, Patty Mills. En fait, à San Antonio, je trouve qu'il a pas trop d'avenir, même s'il est très accroché à cette équipe dans laquelle il a fait toute sa carrière. Il est quand même un peu bloqué derrière le développement potentiel de Dejounte Murray et de Derrick White. Sa cote a un peu baissé, parce que il était assez irrégulier, il y a des matchs où il était très maladroit, mais il faut pas oublier qu'il reste un excellent joueur, qui peut jouer très vite, qui peut shooter, qui peut distribuer un petit peu, qui peut défendre aussi, en tout cas qui se donnera, et qui a quand même de beaux restes, malgré son âge qui avance. Il y a qu'à voir comment il joue dans un contexte FIBA avec l'Australie, où à chaque fois il se retrouve, et je pense qu'en fait c'est surtout un joueur qui a besoin de responsabilité, qu'il avait de plus en plus de mal à avoir aux Spurs. Son rôle était difficilement défini, était un petit peu flou, et peut-être qu'il pourrait se relancer dans une team comme les Sixers avec des objectifs. Patty Mills n'a jamais été meilleur que quand les Spurs jouaient les playoffs. À Philadelphie, il pourrait retrouver ça, et peut-être même avoir un rôle de titulaire si Ben Simmons est basculé au poste 4. À mon avis, il apportera plus qu'un George Hill qui a été recruté en cours de saison dernière. Et voilà, donc tout ça peut lui plaire à Patty Mills. Une mid-level exception, ça me paraît être dans ses prétentions. Donc après à voir, c'est quand même un joueur qui est très attaché à San Antonio et je suis pas sûr qu'il veuille en partir. Mais Philadelphie, à mon avis, aurait tout intérêt à tenter le coup pour un joueur comme ça qui peut mettre du shoot, qui peut défendre et qui peut créer. Il y a vraiment besoin de ça à Philadelphie, donc Patty Mills correspond à ce profil. Donc tentez le coup avec la mid-level exception. The next day. Première journée très calme de la part des Sixers et c'est presque étonnant venant de Daryl Morey. La perte de Dwight Howard fera un peu de mal, mais est-ce que ça devient une priorité de recruter un pivot? Je ne pense pas, dans la mesure où il y a eu Philippe Petrousev et Charles Basset qui ont été draftés. Donc moi je pense qu'il faut toujours avoir un meneur et Patty Mills me semble toujours très bien dans ce costume. Équipe suivante, les Phoenix Suns. Donc il y a pas mal d'argent sur le cap, disponible sous le cap, mais là on a quand même Chris Paul et Cameron Payne qui sont free agents. Et la priorité, avec ces deux-là qui sont agents libres, forcément ce sera le poste de meneur.
parce qu'on a Chris Paul, je le rappelle, qui a décliné son option. Mais bon, selon les rumeurs, il devrait re-signer et je serais très 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 déçu qu'il parte pour aller chez les Lakers, comme je l'entends de temps en temps, ou chez un vrai contender, alors qu'il vient de disputer les finales avec Phoenix. À mon avis, Chris Paul, c'est quand même un gars qui a un minimum de loyauté, qui avait choisi lui-même d'aller aux Suns, donc je pense pas qu'il parte. À mon avis, il a décliné son option pour choper un meilleur contrat avec les Suns, et sûrement ils se sont entendus ensemble avant, donc je le vois pas aller ailleurs. Je me dis qu'il faut aussi utiliser les early bird rights de Cameron Payne pour le re-signer aussi. Là, on fait ça, on n'a plus d'argent sous le cap, mais on a déjà réglé le problème du poste de meneur. Là, le souci va venir à l'intérieur. Du coup, j'ai mis le poste d'ailier fort en orange et le poste de pivot en rouge. Parce qu'on a un Kaminsky qui est free agent et qui m'a pas toujours convaincu. On a un Saric qui est blessé. On sait même pas s'il reviendra la saison prochaine. Et je trouve qu'on a un vrai souci derrière DeAndre Ayton. Et ça s'est senti en finale. Donc là, je sais que je vais faire un choix qui fait pas l'unanimité parce que c'est un joueur qui est pas beaucoup aimé. Mais qui, pourtant, à mon avis, pourrait faire du bien dans son profil à Phoenix. Ce serait Hassan Whiteside. Alors bien sûr qu'il y en a plein d'autres, des pivots qui feraient du bien à Phoenix, mais il y a pas mal de pivots que j'ai mis ailleurs. Donc il faut bien aussi répartir un petit peu tous les free agents. Et quand j'ai réfléchi à ça, Whiteside me semblait bien aux Suns. Alors sa cote a beaucoup baissé, et notamment parce qu'à Sacramento, il s'est fait prendre la place par Richaun Holmes. C'est un joueur qui manque clairement de QI basket, qui prend pas toujours les bonnes décisions, qui manque aussi de mobilité, qui a de vraies failles, qui a du mal à créer pour lui, donc tout ça, ça fait pas rêver. Mais c'est pas grave parce que Ayton, tout ça, il sait le faire. Et je trouve que en rotation de Ayton, s'il acceptait d'être remplaçant, il pourrait vraiment protéger la peinture et faire du bien sur pas mal de séquences à chaque fois que Ayton va souffler. Et ça s'est vu face au physique et à la taille et à la longueur des Bucks, ça a manqué un profil comme ça en sortie de banc. Donc à Whiteside de se dire « Ok, je veux bien être un remplaçant », il n'y a rien de moins sûr, mais à lui d'accepter, et le pari pourrait vraiment être gagnant pour les Suns, à mon avis, s'il a accepté aussi une mid-level exception. Alors ok, ça fait beaucoup de si, mais ça vaut le coup de tenter. Ça éviterait aux Suns de se faire bouffer dessous par des équipes plus physiques, comme l'ont été les Bucks en finale, parce que Kaminsky était trop léger, parce que Saric était blessé, je le répète. Et puis en attaque, je me dis qu'avec un Chris Paul, qui est un spécialiste de la passe, qui est un chef d'orchestre, même un Whiteside peut briller. Donc le pari, je le tenterai, ça me semble intéressant. Let's go pour tenter une mid-level exception pour Hassan Whiteside au Suns. The next day. Allez, je disais que la priorité c'était de re-signer Chris Paul et Cameron Payne pour assurer l'avenir au poste de meneur. Enfin, l'avenir c'est vite dit, vu que Chris Paul va être payé jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Il touche vraiment le pactole, mais les Suns lui ont montré qu'ils tenaient à lui. Donc à lui maintenant de tout faire pour gagner un titre à Phoenix. Maintenant, effectivement, je pense que Whiteside n'est plus sur les tablettes, parce que McGee est arrivé, mais c'est un profil qui me va très bien aussi, un profil long, un profil qui défend, qui ira très bien derrière Ayton, et je trouve que les Suns, malgré la perte de Torrey Craig, ont fait une très belle première journée de free agency. Prochaine équipe, les Portland Trail Blazers. Là c'est pareil, on parle beaucoup de transferts potentiels de Damian Lillard, mais pour l'instant il est encore là. On parle beaucoup de transferts potentiels de CJ McCollum, mais pour l'instant il est encore là. Je peux pas dire si ça va arriver, si ça va pas arriver. Moi je pense que Lillard va rester, mais ça c'est mon avis perso. En tout cas, un peu comme les Sixers avec Simmons et Harris, on va faire avec l'effectif actuel. Et donc si on a un Lillard et un McCollum, on n'a pas trop de soucis sur les postes arrière a priori, même si pour moi il manque un vrai défenseur. Et ça aussi pareil, j'avais fait une vidéo sur l'avenir à court terme des Blazers, et j'avais expliqué à quel point dans ce dispositif Norman Powell me paraissait essentiel, parce qu'il a un profil un peu plus long, un peu plus défenseur, en tout cas il défend plus que la moyenne je dirais, même si c'est pas un défenseur élite, même si c'est pas un lockdown, et je pense que lui il faut le re-signer, il faut lui donner à peu près ce qu'il veut. Il va pas demander un max non plus, il va pas abuser, mais je pense qu'il faut essayer de mettre les sous sur la table pour le re-signer en utilisant ses bird rights. Et là de toute façon si on fait ça, mais bon on voit qu'ils avaient que 3 millions de cap, donc il ne reste plus que les exceptions si on fait ça. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'il peut apporter du scoring, il peut apporter du shoot, il peut apporter de la création, il peut jouer avec ou sans la balle. Comme je disais, il défend un minimum, il est essentiel pour moi. Le souci, c'est qu'en faisant ça, de toute façon, on n'a plus que les exceptions, mais c'est ce qui était prévu. Garder Carmelo Anthony, ce serait pas trop mal, je pense, parce qu'il apporte pas mal d'attaques dans une équipe qui, j'espère, sera plus défensive que la saison dernière, mais pas certain qu'il accepte une biannual exception. Il y a pas mal de rumeurs qu'il envoie aux Los Angeles Lakers, donc je suis pas certain qu'il reste à Portland. Maintenant, je crois qu'il s'y plaît à Portland, donc on sait jamais.
Pour moi, c'est un des points d'interrogation en tout cas. Et quoi qu'il en soit, s'il voulait bien revenir, Carmelo Anthony, on aurait déjà résolu pas mal de manques. Hein. On aurait le poste 2, ce serait réglé. Le poste 4, un petit peu. Mais ça suffira pas, tout ça, quoi qu'il arrive, pour faire gagner et pour convaincre Lillard que cette équipe peut gagner un titre. Donc sans trade, on s'aperçoit très vite que là, à Portland, ça manque de solutions. Donc à mon avis, même si on n'en parle pas, je le répète aujourd'hui, ça passera par un trade. En l'état, allez, je pense que j'essaierai d'aller chercher un pivot encore à la free agency, parce que Nurkic est souvent blessé, et là on l'a vu cette saison, il a un petit peu peiné à retrouver son niveau. Donc dans les pivots encore disponibles que j'ai pas mis ailleurs, j'ai pensé en tant que free agent à Cody Zeller. Cody Zeller, faudrait tenter avec une mid-level exception, je sais pas s'il accepterait, mais s'il accepte, à mon avis, ça peut être un bon plan pour les Blazers. Faut tenter le coup, il sort de 3 saisons solides, à 9-10 points et 7 rebonds, ça peut être une bonne alternative à Nurkic en sortie de banc, ou en tant que titulaire, si Nurkic peine encore à retrouver son niveau ou se blesse encore. Alors bien sûr, c'est pas un as de la défense, mais en attaque, il se débrouille, et c'est beaucoup moins un trou noir que Kanter. Pour moi, dans ce profil-là, derrière Nurkic, il sera meilleur que Kanter. Même s'il a de moins bonnes mains, mais il est plus polyvalent et il a moins de failles surtout, donc je trouve ça pas mal. Donc maintenant, ok, l'effectif des Blazers, surtout si on y ajouté Cody Zeller, je trouverais plutôt sympathique sur le papier. Mais ce qui me questionne, c'est le fit, encore et toujours, ça fait longtemps que ça me questionne, c'est le fit Damian Lillard, CJ McCollum, où on a quand même deux joueurs très talentueux, très très forts offensivement, mais qui manquent de taille tous les deux et qui manquent de défense tous les deux. Et pour moi, là, je sais pas, il va peut-être falloir le séparer un jour, ce duo. En tout cas, on verra si ça se passe. Si ça se passe pas et qu'il n'y a pas de trade, peut-être que Billups peut faire quelque chose, lui aussi, qui était un arrière de petite taille et qui lui est allé jusqu'au titre, peut peut-être être un bon mentor pour ces Blazers, et voilà, quoi qu'il en soit, ça fera les playoffs, et let's go, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, Cody Zeller me semble pas trop mal pour remplacer un mec comme Kanter. The next day. Alors là, c'est le petit moment où je me fais un gros bisou sur la main parce que je suis assez fier de moi, parce que tout se passe à peu près comme je l'avais dit du côté de Portland, même si ça les amènera peut-être pas jusqu'à une bague. Norman Powell a re-signé, je trouve ça important, c'est très bien ce qu'il apporte au poste 2, voire au poste 3, mais surtout Cody Zeller, que personne n'attendait, arrive pour être un pivot backup. Ce qui est rigolo, c'est que pendant le live sur Twitch, c'était le choix qui a eu le plus de controverses, et finalement, j'ai eu raison sur ce coup-là, et je suis bien content. Les Sacramento Kings. Bon, on va pas le cacher, les Kings, je trouve qu'ils sont dans une situation compliquée. On a deux pivots, Richon Holmes et Hassan Whiteside qui sont free agents. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'ils vont re-signer Richon Holmes. Pourquoi pas, mais vraiment, encore une fois, c'est une équipe, je sais pas vraiment où elle va. Donc Richon Holmes, j'ai préféré le mettre ailleurs, parce que j'ai pas trop confiance, je vais pas le cacher, en l'avenir des Kings. Quoi qu'il en soit, j'ai mis qu'il y avait des manques partout, sauf aux postes arrière, parce que avec De'Aaron Fox, avec Buddy Hield, avec Tyrese Haliburton, on a déjà 3 mecs super talentueux qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais en vrai, il y a quand même des questions à tous les postes, et on parle aussi pas mal d'un transfert de Hield, donc tout ça, on sait pas trop où ça va les amener. Voilà, maintenant je me dis qu'avec Holmes et Whiteside dehors, ça va donner beaucoup de responsabilités à Marvin Bagley, qui n'a toujours pas confirmé malgré tout son talent, parce qu'il a beaucoup été blessé. On a Harrison Barnes qui, mine de rien, voit son âge avancer aussi au fur et à mesure, et qui, je pense, au fur et à mesure, pareil, verra son avenir ailleurs qu'aux Kings. Faudrait voir ce qu'apporterait un éventuel trade, et ce serait la meilleure chose, je pense, de trader Hield notamment, mais il faudra voir ce qu'on a en échange. Mais ouais, je suis un peu perdu, je dois l'avouer, avec cette équipe des Kings, donc on va faire comme si ça bougeait pas, et si ça bougeait pas, je ferai confiance en Bagley, j'essaierai de lui donner les responsabilités au poste 5 en tant que titulaire. Barnes, j'essaierai peut-être de l'envoyer ailleurs, donc j'essaierai de chercher, je pense, un poste 3 ou 4. Et dans les postes 3 ou 4 disponibles, que pour l'instant je n'ai pas mis ailleurs, j'ai pensé à Doug McDermott, qu'on pourrait essayer de choper à Sacramento avec un contrat avoisinant les 12 millions par saison, je pense. Lui, il apporterait du shoot, beaucoup de shoot, il pourrait écarter le jeu, alors il transformera pas les Kings en contender, ni en favori pour le titre, on va pas le cacher, mais bon, peut-être il y a même une possibilité de l'associer avec Barnes, si Barnes y reste, en mettant un au poste 3 et un au poste 4. Ce sera toujours important, je pense, d'avoir des joueurs capables d'écarter le jeu, pour De'Aaron Fox, qui va pénétrer aussi, pour un Buddy Hield, qui de plus en plus a appris à attaquer la raquette, et être de moins en moins unidimensionnel, et puis de toute façon des shooters ça fait jamais de mal à personne, c'est la spécialité de Doug McDermott, mais bon voilà, je vais pas le cacher, même avec lui,
participer aux playoffs, ça semble compliqué. Pour moi, la vraie plus-value de ces Kings pourrait venir d'un vrai step-up de Marvin Bagley. Mais pour ça, il va falloir qu'il soit un peu plus verni, un peu plus chanceux, un peu moins blessé. Mais j'ai toujours confiance en son potentiel, donc j'aimerais bien le voir exploser. Par contre, voilà, je le répète, cette équipe me paume un peu dans la direction où elle va actuellement. The next day. McDermott ayant signé aux Spurs, mon projet ne fonctionne plus du tout à Sacramento. Je comprends toujours pas la direction dans laquelle ils vont. C'est très bien d'avoir re-signé Richaun Holmes qui est prometteur. Il y a Alex Len qui est arrivé, un autre pivot, donc ça confirme peut-être que c'est la fin d'Hassan Whiteside à Sacramento. Mo Harkless aussi, qui est un joueur de devoir, qui re-signe pour pas cher, qui peut ajouter de la force et de la hargne et du combat au poste 4. Mais il n'y a rien de transcendant, je sais pas du tout où ça va les Kings. Et peut-être que tant que ça ne changera pas de coach, je ne comprendrai toujours pas où ça ira malheureusement. Les San Antonio Spurs, on voit qu'une page va se tourner quand on observe les principaux free agents et qu'on voit qu'il y a DeMar DeRozan, Rudy Gay et Patty Mills. 3 vétérans qui ont beaucoup donné à cette équipe de San Antonio et je suis pas sûr qu'ils soient re-signés. Donc surtout là que j'ai déjà mis DeRozan et Mills dans d'autres équipes, je vois pour moi il n'y aurait aucun intérêt à garder Rudy Gay, et c'est un peu la direction je pense que veulent prendre les Spurs, surtout depuis le départ de la Marcus Aldridge. D'ailleurs, beaucoup de peine pour ce qui lui est arrivé à Aldridge. Mais en tout cas, voilà, avec le départ de Aldridge, à mon avis, c'est la continuité un peu de voir les anciens un peu partir pour laisser la place aux jeunes, pour faire de la place au renouveau. Et je pense que, si on pense au renouveau à San Antonio, il y a quand même des choses à construire autour de joueurs comme Dejounte Murray, comme Derrick White, comme Keldon Johnson, comme Jakob Poeltl. Tout ça, c'est des joueurs qui sont intéressants, que j'aime bien. Et il faut être conscient qu'en plus de ça, tous ces joueurs, à mon avis, ils peuvent step up, ils peuvent vraiment progresser, parce que si Mills, Gay et Murray s'en vont, si Mills, Gay et DeRozan s'en vont, ça va faire beaucoup plus de tickets shoot pour les autres. Je pense qu'à eux 3, ils doivent cumuler 45 points par match, et il faudra que d'autres les mettent. Donc je pense que ça se pourrait qu'on voit des Spurs nouveaux avec un joueur qui explose notamment. J'attends par exemple beaucoup de Dejounte Murray qui a déjà bien progressé cette saison. Je pense qu'il pourrait avoir énormément de responsabilités et lui pourrait être un vrai candidat pour le MIP la saison prochaine. J'attends aussi beaucoup d'un Keldon Johnson et quoi qu'il en soit, à mon sens, c'est la direction dans laquelle doivent aller les Spurs. Doivent aller les Spurs. Maintenant, allez, c'est ce que je disais, il manque vraiment un ailier fort, mais qu'est-ce que ça va être le but ? Est-ce que le but c'est d'essayer d'avoir du monde à tous les postes, ou est-ce que le but c'est d'essayer de développer les jeunes que j'ai cités ? Maintenant voilà, comme je disais, si on a Murray au poste 1, Derrick White au poste 2, Keldon Johnson au poste 3 et Poeltl au poste 5, on peut essayer de chercher un ailier fort. Pourquoi pas ? Donc là par contre, avec tous les joueurs que j'ai mis ailleurs, je voyais pas non plus des masses d'ailiers forts qui pourraient fitter. Alors j'ai pensé, à condition de lui faire un contrat pas trop long, attention, j'ai pensé qu'un Kelly Olynyk pourrait faire l'affaire dans sa façon de jouer. Alors je sais qu'il est plus très jeune, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes ailiers forts qui me correspondent ou qui me conviennent pour aller à San Antonio. J'aurais bien aimé un mec comme Mark Cannon, mais je l'ai envoyé ailleurs, et j'ai pas l'impression qu'il plaise trop aux Spurs, parce que je le vois pas du tout dans les rumeurs. Je pensais aussi à Otto Porter, qui peut jouer au poste 3 et au poste 4, mais pour moi il shoot pas assez, parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que là à San Antonio, avec des mecs comme Keldon Johnson, avec des mecs comme Derrick White, avec des mecs comme Dejounte Murray, qui attaquent beaucoup le cercle, mais qui sont pas des spécialistes du shoot à 3 points, il faut du spacing. Et c'est pour ça que j'ai réservé Kelly Olynyk au San Antonio Spurs. Il prend des rebonds, il écarte le jeu, il est bien plus offensif qu'un Poeltl par exemple. Poeltl, son problème à mon avis c'est qu'il a des qualités mais qu'il est parfois un peu timide. Et je trouve que cette raquette elle est assez complémentaire et que le spacing que pourrait apporter Olynyk aux Spurs serait intéressant. Il peut aussi faire du bien, je trouve, Olynyk, sans non plus écraser les autres, sans prendre tous les tickets shoot, et permettre, malgré son arrivée, aux jeunes de se développer et de prendre des responsabilités. Par contre aussi, il saura également mettre des points si les jeunes galèrent à marquer et qu'il y a des phases sans scoring à San Antonio. Donc voilà pourquoi je trouve ça assez intéressant. Faut pas oublier qu'en arrivant à Houston, bon, je sais que les stats de Houston, faut les prendre avec des pincettes, vu ce que l'équipe jouait, mais en arrivant à Houston, il a fait une fin de saison qui était très intéressante. Sous le maillot des Rockets, il était à 19 points, 8 rebonds, 4 passes. 4 passes, faut pas oublier, et ça je trouve très intéressant d'avoir un mec qui s'est lâché la balle à San Antonio, et je me dis que voilà, c'est tout à fait le genre de joueur que Pop peut transcender à San Antonio.
The next day. Ce qui s'est passé dans le Texas à San Antonio, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais je trouve ça encore plus intéressant. Doug McDermott, justement, va écarter le jeu et mettre des 3 points sur les postes 3 et 4. Et Zach Collins, à l'intérieur, comme je le disais, est un vrai test, un vrai joueur à potentiel très jeune de 23 ans, qui peut apporter beaucoup, et je trouve que c'est très bien de pouvoir l'expérimenter du côté des Spurs de Popovich. Bravo pour cette première journée de Free Agency, qui a été menée de main de maître, je trouve, par les dirigeants des Spurs. Les Toronto Raptors, maintenant. Donc, on a déjà Kyle Lowry qui est free agent, on en a parlé. On a Gary Trent Jr. qui est free agent et Stanley Johnson aussi qui est free agent. Si ce que je disais plus tôt se réalise, on imaginerait un sign and trade entre Miami et Dragic, entre Miami et Toronto, et Dragic arriverait en échange de Lowry. Et je trouve ça plutôt intéressant. On aurait un vrai créateur, un meneur-passeur avec du QI basket qui pourrait trouver des mecs comme Siakam et comme Anunoby pour jouer du pick and roll et les trouver sur les cuts. Je trouve ça intéressant. Ça permettrait aussi à Fred VanVleet, ceux qui me suivent le savent, de porter moins la balle. Et j'aime bien l'idée de voir VanVleet plus en catch and shooter, plus en créateur numéro 2 que en ball handler numéro 1 qui porte énormément la balle. Par contre, faut savoir que le Cap en prendrait un coup en faisant venir Dragic, qui s'est vu activer son option par Miami, qui a 19 millions. Donc s'il arrivait, il n'y aurait plus du tout d'argent à dépenser. Mais au moins, on aurait pourvu le poste de meneur. Le poste d'arrière, de toute façon, il y a VanVleet. Je ne sais pas si Gary Trent Jr. voudrait re-signer. Il a ses bird rights, donc ça peut valoir le coup. Lui, on peut le re-signer sur un salaire plus important. Essayer de compenser le poste d'arrière avec Gary Trent Jr., je trouve ça intéressant. Et du coup, il resterait plus qu'un pivot à trouver. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu le désert pour l'instant au poste de pivot, parce que Chris Boucher, je le considère plutôt comme un poste 4, et Khem Birch, je l'imagine pas vraiment titulaire. Et là, à Toronto, je tenterai un pari très 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 osé. De toute façon, il reste plus des masses de pivots, de toute façon. Donc voilà, même quand j'ai vu la liste, je me suis dit, pourquoi pas imaginer se relancer à Toronto. Je sais pas si vous allez le prévoir, mais j'imaginais DeMarcus Cousins à Toronto, qui, à mon avis, ne voudra pas trop cher. Peut-être qu'on peut même l'avoir pour une biannual exception à 3,7 millions. Ou au pire, lui filer la mid-level exception. De toute façon, avec ce que j'ai dit, Toronto aura le fric pour filer ça à Cousins. Mais surtout, par contre, ne pas lui proposer un contrat de plusieurs années, parce que ça va être un pari très bref. En tout cas, depuis le temps qu'il cherche à se relancer, les Marcus Cousins, peut-être qu'une année ce sera la bonne, et Toronto ça peut être le cas. Il n'y est pas arrivé dans une équipe contender récemment aux Clippers, et à Houston je trouve que ça a été compliqué, parce qu'il a fait un peu sa tête de cochon, il s'est un peu marché sur les pieds avec Wood, il n'était pas titulaire, et ça lui a pas plu à Boogie. Je me dis que dans une équipe de l'Est, qui manque vraiment cruellement d'un pivot, il pourrait les avoir, ses responsabilités, surtout qu'elle a moins d'objectifs qu'une équipe comme les Clippers. Faut pas oublier qu'il y a 4 ans, c'était un mec qui tournait à 25 points, 13 rebonds. Maintenant, il a eu une rupture du tendon d'Achille, il a eu beaucoup de blessures, et je doute complètement qu'il revienne un jour à ce niveau. Mais il a que 30 ans, je pense qu'il a encore des choses à donner, il semble revenir peu à peu, et la santé semble tenir à peu près. Il faut pas oublier que là, avec les Clippers, même s'il y avait des choses à critiquer dans son jeu, en 8 minutes de temps de jeu moyen, il mettait 8 points. Donc ça veut dire qu'il peut être efficace en peu de temps. Peut-être que à Toronto, je le répète, avec beaucoup de temps de jeu, beaucoup de responsabilités, on peut avoir un Cousins intéressant. Pas All-Star bien sûr, mais intéressant, qui ferait du bien à un poste où les Raptors ont des failles. Donc ce serait l'occasion de tenter, je pense, une dernière chance. Je pense que ça peut fit avec ses Raptors. Je pense qu'il peut trouver une place de titulaire qui lui permet de retrouver une certaine niaque, un vrai plaisir de jouer, et on sait que Cousins marche beaucoup à ça, à l'envie et au mental, et aux Raptors il pourrait avoir tout ça, donc ce serait un vrai pari, mais il n'y a pas grand chose à risquer, surtout si c'est un contrat court, donc let's go à Toronto, surtout après la saison qui a été très décevante, pourquoi pas tenter un pari à la Boogie, moi j'aimerais bien. The next day. Bon, avec la re-signature de Gary Trent Jr., mais aussi l'arrivée de Goran Dragic dans le sign and trade de Kyle Lowry, je trouve qu'on bouge bien les trous que j'évoquais là à l'instant au poste 1 et 2, donc tout ça c'est pas mal. Achua amène de la présence intérieure, donc tout ça c'est bien aussi. On verra si Dragic reste, mais pour l'instant il est là, donc je le compte. Et pour l'instant, au poste 5, je me dis qu'il y a toujours besoin de quelqu'un, et je reste sur DeMarcus Cousins, qui me conviendrait très bien, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Le Utah Jazz. Donc forcément, en l'état, avec un Mike Conley qui est free agent, le plus gros trou est au poste de meneur. Donc la priorité, c'est évident, c'est de re-signer Mike Conley. Et ça tombe bien, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai cru comprendre, le Jazz travaille très très fort là-dessus pour lui faire une belle offre, et les deux parties semblent vouloir que tout se passe comme ça. Donc pour moi, le souci de meneur, il est déjà plus ou moins réglé à Utah, avec une re-signature de Conley, on sait ce qu'il apporte, il fera du bien, et voilà, donc
c'est quand même dur, je trouve, de critiquer Utah, même s'ils ont été décevants en playoff, mais l'effectif, au vu de ce qu'ils ont montré en saison régulière, était déjà bien complet, bien complémentaire, bien avec un collectif bien huilé, une vraie hargne. Donc ok, ça n'a pas marché en playoff, mais je vois pas de raison de tout chambouler. Il n'y a peut-être pas besoin de changer grand-chose. Il y a peut-être surtout, et c'est pour ça que j'ai mis ces postes-là en orange, besoin d'un peu plus de rotation intérieure, avec le départ de Derek Favors, peut-être le remplacer par quelqu'un de plus jeune, qui peut jouer au poste 4 et au poste 5. Au poste 5, c'est important pour faire souffler Rudy, mais au poste 4, j'aimerais aussi un vrai intérieur qui puisse apporter des profils différents que ce que peuvent apporter Bogdanovic ou Ingles, qui sont pas mal utilisés au poste 4 également. Et là, j'ai pensé à Jean-Michel J. Michael Green. Je trouve que ça c'est pas mal parce qu'il peut apporter quand même aux deux postes que j'ai cités, aux deux postes intérieurs. C'est un mec qui est très athlétique, qui saute haut, qui peut attraper des lobes, qui prend des rebonds, qui court, et je trouve qu'il a un profil bien plus dynamique que celui de Derek Favors. Il pourrait continuer à apporter de l'énergie et de la vitesse en sortie de banc à Utah, et c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils cherchent. Il a même un petit shoot à 3 points depuis quelques saisons, il progresse chaque année depuis 4 à 5 ans. Il était pas loin de 40% de réussite en shootant 3 ou 4 par match, donc ça devient très sérieux comme shooter extérieur, J. Michael Green. Donc voilà, tout ça c'est bien dans la mentalité de spacing, je trouve, de Snyder, de Quinn Snyder, et en plus de ça, il apporte cette rotation au poste 4 et 5 qui, je pense, manque à Utah avec le départ de Favors. Pour moi, c'est un meilleur compromis que Derek Favors, plus jeune, plus athlétique, plus dynamique, et même s'il est moins expérimenté, à mon avis, il peut apporter de belles choses à cette équipe d'Utah, en tout cas dans son profil. The next day. Première chose, Mike Conley qui revient pour une belle offre, c'était prévu, c'était attendu, ça fait du bien à tout le monde, aux joueurs comme à l'équipe, donc tout ça c'est parfait. Deuxième chose, J. Michael Green a re-signé aux Nuggets, donc on ne le verra pas à Utah, mais à mon avis le Jazz a tout intérêt à continuer à rechercher un profil un peu comme lui, qui peut évoluer sur les postes 4 et 5 pour compenser le départ de Derek Favors. La dernière team, dans l'ordre alphabétique, c'est Washington qui a enregistré le départ de Westbrook qui est parti contre Kentavious, Caldwell Pope et Montrezl Harrell. Donc au départ, je trouvais que ça manquait cruellement d'un pivot, cette équipe de Washington, mais avec Montrezl Harrell un peu moins, même si avec Robin Lopez et Alex Len qui sont agents libres, il faudra peut-être trouver une rotation. En tout cas, a priori, à Washington, moi je pensais que ça partira en reconstruction après le transfert de Westbrook, mais a priori c'est pas le cas. On essaye toujours de garder Bradley Beal et de l'entourer au mieux. Donc pourquoi pas. Ça manque vraiment d'un meneur, surtout qu'on a dit que Ish Smith partait ailleurs. Pourquoi pas faire mener Bradley Beal? De toute façon, quoi qu'il arrive, il aura beaucoup la balle. Il sera sûrement le ball handler numéro 1, quel que soit le meneur à ses côtés. Mais je pense qu'il va... c'est un peu dangereux de faire ça, parce que c'est un joueur qui a beau scorer énormément. Il fait beaucoup d'ISO, et j'ai pas vraiment envie qu'il ait tout le temps la balle. Parce que l'ISO, on connaît, ça a des limites. Ça permet de scorer, Beal, mais ça n'a pas toujours été très très positif pour les Wizards. Donc... peut-être, parmi les free agents qu'il y a là, on a un Raoul Neto qui pourrait être pas trop cher et qui pourrait être intéressant de re-signer. Ça permettrait d'avoir un meneur qui peut porter la balle à côté de Bradley Beal, mais ça fait pas rêver et ça suffira probablement pas. Maintenant, il n'y a pas des masses de choix sur le marché des agents libres et je pense qu'il faut toujours avoir un gars poste 1, poste 2, un mec qui peut jouer avec Bradley Beal. Et là, je pensais au GOAT, je pensais à Alex Caruso, qui pourrait arriver pour une mid-level exception, parce que les Lakers auront du mal à lui proposer autant. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt en parlant des Lakers, qui sont dans une impasse financière un petit peu, donc ils vont essayer d'attirer des vétérans au minimum. Et Caruso, vu qu'il a une cote qui est quand même intéressante, pourrait viser un meilleur salaire. Et si Washington peut lui offrir, pourquoi pas? Je trouve pas ça fou, je dis pas que ça permettra aux Wizards d'atteindre les playoffs, ou de faire de belles choses cette saison, mais why not? Parce que il peut pas trop jouer au poste 1, parce que c'est pas un assez bon ball handler, mais il est athlétique, il est vif, et il peut aussi quand même porter la balle. À côté de Bradley Beal, ça pourrait faire du bien, surtout si on décale Bradley Beal au poste 1, ou en tout cas, même s'il n'est pas au poste 1, s'il est le ball handler numéro 1, Bradley Beal. Il apporte potentiellement du shoot, de la transition, et l'idée, ce sera de soulager un peu Beal sur certaines actions, et ça, Caruso, il peut le faire, même s'il fera quelques erreurs, que c'est pas le roi du playmaking, qu'il n'a pas un QI basket de fou, il peut le faire, il peut soulager Beal et lui faire du bien. Donc pourquoi pas l'imaginer avec des responsabilités à Washington, qu'il n'arrivait pas à avoir à Los Angeles, parce que Los Angeles avait beaucoup des objectifs trop hauts pour lui, et peut-être faire une breakout season à 27 ans, pour l'imaginer passer encore un cap, et faire de belles choses, et attirer encore plus de hype, et devenir le GOAT encore plus,
pour tous ses fans et avoir tout plein de votes au All-Star Game dans une équipe comme les Wizards. The next day. Bon, les Wizards n'ont pas vraiment bougé et Alex Caruso est parti aux Bulls, donc il faudra poursuivre une autre piste. À mon avis, je viserai toujours un profil comme ça, poste 1, poste 2. Je m'imaginais peut-être Malik Monk. À voir, les Wizards, de toute façon pour l'instant, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, au moment de boucler la vidéo et le montage et de vous la publier à 6h30 du matin, j'apprends que Dinwiddie est proche des Wizards et pour moi, ça peut être une signature très intéressante à côté de Bradley Beal. Alors ça vous a plu tout ça un peu? Qu'est-ce que vous avez pensé des besoins que j'ai soulevés pour chacune des 30 teams NBA? Ne vous focalisez pas sur les joueurs que j'ai sélectionnés, c'était plutôt des exemples, puis les choses avancent très vite en NBA, encore plus en période de free agency. Moi ma vraie question concerne les profils, est-ce que vous me rejoignez sur ce que j'ai dit? Est-ce que vous me validez? Donnez-moi une note sur 30 en commentaire pour savoir un peu où on en est par rapport à ça. Et allez, pour la suite, je vous donne directement rendez-vous sur Twitch mercredi matin. On y fait un des 3 lives de la semaine, et celui-là sera hyper important, ce sera l'occasion de choisir le sujet de la vidéo YouTube de samedi. Ce sera une vraie vidéo analyse, pas un best-of de live, et vu comment l'actu est riche en ce moment, il y a du très lourd, donc soyez au rendez-vous. Et pour recevoir les notifs des streams, comme ceux où on choisit, ou tous les autres, et ne rien manquer, il n'y a qu'une seule solution. Ben oui, évidemment, il faut me suivre partout, et sur Twitch aussi. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et ouais, ça c'est le minimum pour soutenir, vous connaissez, et de toute façon il paraît que tous ceux qui ne le feront pas devront payer la luxury tax. Et si ça arrive, faites des économies, car ça peut vite chiffrer. Demandez aux Warriors ou aux Nets, par exemple. Et enfin, pour le soutien ultime, qui pendant l'été est encore plus que nécessaire, c'est sur Tipeee que ça a lieu. Mais ça, vu que vous êtes des bons, vous le savez déjà. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là, encore et toujours, mois après mois. Je vous kiffe. À très vite. Ну как, стали клуб решать? Отлично.